Mon nom est Claudia Ouellette et j'ai en studio avec moi Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Bonjour. Et on a à distance nos deux comparses, André Allard des Ailes du Québec. Et bonjour à tous les confinaux et confinettes de la planète. Ça achève, je pense. Oui. J'espère. Et Olivier Lacombe, le pilote désigné. Salut tout le monde. Dry. Allô, Olivier. Moi, je suis laconique. Ouais, c'est ça. Les communications radio doivent être brèves et avec les bons termes. Pour Oui, éviter la effectivement. confusion. Ouais. C'était soit ça Oui, ou t'étais en maudit que ton chat t'ait fait une jambette dans ton salon ou quelque chose de même. Non, tout va bien. Écoutez, je vais même reprendre l'air incessamment. D'ici probablement 2 semaines, je vais pouvoir retrouver les cieux et je vais pouvoir en parler un peu plus à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Il travaille sur un beau projet, Olivier, en ce moment. Il nous en parlera plus en détail lui-même, mais c'est vraiment cool. Super. Très excitant tout ça. Mais faisons fi des bonnes nouvelles pour un instant. Ouais. On va commencer par les mauvaises nouvelles de la semaine. Il y a eu plusieurs crashs cette sème. Oui, dont un qui nous touche en particulier, Olivier, malheureusement. L'écrasement de l'appareil des Snowbird, le 431e escadron de démonstration aérienne, départ de Kamloops dans le cadre de l'opération Inspiration. Donc, l'avion a décollé. Vous avez probablement tous vu les vidéos sur les médias sociaux. On a un excellent lien d'un ancien commandant de l'escadron, Robert Mitchell, son indicatif Scratch, qui explique en détail qu'est-ce qu'on peut voir dans la vidéo. Mais bref, l'appareil a décollé, il y a eu un problème. Le pilote a essayé de prendre l'attitude ou de revenir sur l'aéroport et se sont éjectés. Malheureusement, le capitaine Jen Casey, qui était l'officier des relations publiques de l'escadron, n'a pas survécu à cette éjection. Et on est dimanche aujourd'hui. Elle est présentement en chemin vers Halifax à bord d'un Hercule pour aller rejoindre sa famille, pour que sa famille puisse donner un dernier au revoir. Ouais, c'est triste. Alors, c'est vraiment triste. Toutes nos sympathies aux gens des Snowbirds. Absolument. Oui. Tout le monde aime les Snowbirds au Canada, fait qu'on sympathise avec eux. Question comme ça, Olivier. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de CT-114? Parce que là, ils viennent d'en perdre un autre. Donc, est-ce qu'il en reste? Ils vont en rester suffisamment à maintenir les opérations? Ça fait deux en un an, là. Il y en a un autre en Floride. Ouais, c'est le deuxième écrasement en 8 mois. L'autre, c'était à Atlanta l'an dernier, à la fin de la saison. Les CT-114, il y en a encore beaucoup qui sont à côté de Trenton. Je sais plus le nom m'échappe de l'aéroport où ils sont. C'est juste en face de Trenton, de l'autre côté de la baie de Kent. Mais je crois qu'ils ont assez d'avions pour durer jusqu'en 2030. Et sans vouloir aller dans la controverse, là, c'est vraiment une pure curiosité. Pensez-vous que ça risque de relancer le débat sur le renouvellement de ces jets de démonstration-là? Ben, c'est sûr que oui, là, parce que ceux qui connaissent rien... puis je veux pas avoir un ton condescendant ou quoi que ce soit, là, mais... oui, là, on l'a vu passer. On en a parlé cette semaine avec Olivier en préparation d'émission. Là, puis on a vu passer ça dans les médias sociaux, que c'était des vieux avions, des vieilles machines. Mais encore une fois, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont de l'expérience en aviation au niveau maintenance, savent très bien que jusqu'à un certain point, la maintenance de l'appareil en dit beaucoup plus long sur la qualité du produit là, qui vole, que juste de dire c'est une vieille plateforme, c'est un vieil avion, fait que automatiquement, il doit être vieux, donc il doit être peu fiable. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Exactement. C'est quand même distancé. Il y a des appareils qui sont flambant neufs, qui s'écrasent ou qui ont des accidents en sortant d'usine parce qu'il y a eu un problème. Puis il y a des avions qui ont été conçus dans les années 30 qui vont encore très bien aujourd'hui, qui n'ont aucun problème. Donc, l'âge n'est ça vraiment pas non, ça n'a pas rapport. Ce qui peut être problématique pour faire cette maintenance-là, c'est que... Avoir des pièces. Exactement. C'est l'éternel débat de dire, éventuellement, puis on va en parler tantôt avec une nouvelle qu'on a au niveau défense, là, éventuellement, ce qui peut arriver, c'est que ça devient de plus en plus difficile de trouver des pièces. Mais la qualité de la maintenance... surtout au niveau des forces armées, surtout au niveau du Canada, sincèrement, j'ai des doutes. Ton point, c'est... Oui, que ce soit problématique. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est un double négatif. T'es sûr que c'est super. C'est ça ton point. Oui, exactement. Ça. Okay. Puis, vous irez voir donc le vidéo dont Olivier parle de Scratch sur YouTube. Ce que lui pense... que le problème d'où il vient. Que ça démontre, ouais. Ouais, ça n'a aucun rapport avec la maintenance ou la vieillesse de l'appareil. Donc, on peut arrêter tout ça là tout de suite.
Ça n'a aucun rapport. C'est vrai que c'est des vieilles plateformes, mais ça n'a aucun rapport. OK. Ben, dans le fond, la seule chose qui est claire, et c'est vrai pour tous les avions qui n'ont qu'un seul moteur, c'est que si jamais il y a un problème, ben il n'y a rien pour te tenir dans les airs. Bon, ben là, oui, effectivement. T'en as juste un. Là. Oui, c'est un fait. Là. Mais encore là... C'est une base de vitesse. Oui, c'est ça. Puis il était au décollage en plus. Donc, puis Olivier pourrait plus nous en parler, là, mais c'est plus problématique. Tu es en train d'aller chercher de la vitesse. Tu sais. Oui, c'est ça. Donc, en avion, on a toujours l'énergie potentielle, qui est notre altitude, et l'énergie kinétique, qui est la vitesse de l'avion. Donc, à basse altitude, on n'a ni cette énergie potentielle-là, ni l'énergie kinétique, à moins d'avoir un avion extrêmement performant, exemple un F-16, un F-18, quelque chose comme ça, qui va permettre d'aller chercher de la vitesse et de l'altitude, les deux en même temps. Certains avions, c'est un ou l'autre. On peut pas faire les deux. Et puis, si vous allez voir juste donner une idée au niveau des habiletés de pilotage de ces pilotes-là. Dans la vidéo, on voit que l'avion fait un tour de vrille. L'avion est décroché, l'avion fait un tour de vrille, le pilote ramène l'avion en vol non décroché et ensuite de ça, ils sont éjectés. En tant que pilote, je regarde ça et je dis c'est vraiment impressionnant. C'est que ça va très vite, hein, parce que entre le moment où le problème commence puis l'avion s'écrase, il s'écoule quelques secondes. Et c'est là que l'entraînement est important parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut que tu réagisses. Ouais. Exact. Autre point de curiosité personnelle, là, les pilotes qui sont sur l'équipe des Snowbirds, là, c'est qui? Tu sais, je veux dire, c'est des pilotes de chasse de l'armée canadienne, mais... Non, pas nécessairement. Non? Okay. Ce qui est bien avec les Snowbirds, c'est que c'est des pilotes de toutes les flottes des forces canadiennes. Souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est des pilotes d'hélicoptères ou de CP-140 Aurora, de Hercule, qui n'ont pas l'expérience d'un avion rapide. Ils vont aller faire un tour comme instructeur à Mojia sur le Hawk ou le Harvard. Et cette expérience-là va pouvoir leur permettre d'aller appliquer pour un poste sur l'escadron 431. Wow. Quand j'ai participé à l'organisation du spectacle aérien en 2014 à Bromont, quand les Snowbirds sont venus, les deux premiers qui arrivent sur site, c'est ces deux pilotes responsables de l'organisation. Ils ne font pas partie de l'équipe de démonstration. Mais ils arrivent avec un avion, un Tutor quand même. Et ces deux gars-là, donc c'était Steve McDonald puis l'autre dont je me rappelle pas, je m'excuse, Greg Mendes. Il y en a un qui était pilote d'Aurora, donc de CP-140, et un autre qui était, Greg Mendes était pilote de Hercule. Donc, fait que ça vous donne une petite idée du range là, qu'on peut avoir au niveau du choix des pilotes. Puis encore là, même l'entraînement, on l'a vu, Olivier en a parlé, l'entraînement n'est pas à mettre en doute non plus. Et comment ils sont choisis? C'est les plus fins, là? C'est quoi, là? Non, quand même pas. C'est l'habilité à suivre. Ah ouais, hein? Parce que oublie pas que les avions volent à 4 pieds l'un de l'autre, puis le pilote doit maintenir son avion à lui dans une boîte de 2 pieds. Ouais. Fait que dans le fond, c'est les meilleurs joueurs d'équipe. Ben en fait, c'est ton habileté à rester en vol de formation. Puis ce que les gars nous racontaient vite, là, c'est que dans le fond, eux autres, ils voient pas le show. Hein. Parce que t'as le leader en avant. Puis corrige-moi si je me trompe, Olivier, là, n'importe quand intervient. Là. Mais ce qu'il m'avait raconté vite, là, c'est que t'as le leader en avant qui, lui, fait le vol. Va initier la formation et tout ça. Puis eux autres, puis on le voit dans certaines vidéos, tu les vois, ils regardent l'aile, hein? Tu regardes l'aile ou la position où ce que tu es supposé être, mais t'es toujours branché, entre guillemets, là, visuellement sur le leader, puis l'autre à côté est branché sur celui qui regarde le leader. Fait qu'ils regardent pas en avant vraiment. Là. Ils sont, fait qu'ils sont occupés à maintenir ce vol de formation-là. Fait que les gars nous disaient en joke, on leur avait dit, puis avez-vous trouvé la région belle, tu sais, à voler au-dessus de Bromont et tout ça, puis le maire était super content qu'on parle de la région. Puis les gars nous disaient, on n'a rien vu. Nous autres, on regarde le leader. J'ai regardé une aile pendant 10 minutes. Pour la sélection, il y a 2 éléments. Il y a l'élément habileté de vol, donc il faut que la personne soit capable de faire le vol. Il y avait un article il y a une dizaine d'années dans le magazine Sky, Canadian Skies, Rob Erdos qui avait été faire la clinique d'entraînement des Snowbirds. Donc, les pilotes se présentent à l'entrevue de sélection. Il faut qu'ils aient appris les manœuvres de l'escadron par cœur avant même de commencer, de savoir s'ils sont choisis. Donc, il y a la partie habileté technique qu'ils vont aller voir pour les pilotes et il y a aussi la partie ambassadeur. Donc, il faut que les pilotes soient capables de jaser avec tout le monde de la foule par après pour faire passer le message.
la semaine entre les spectacles, ils vont aller visiter des écoles, des hôpitaux, un paquet de trucs. Faut qu'il avec mon histoire d'être gentil, là, mais... Ouais, ben c'est ça. Faut que tu sois un bon ambassadeur. Il faut que tu sois capable de vivre sur la route 4 semaines à la fois. Ouais. Quand même, sportif. Bref, pour en revenir au dossier qui nous préoccupait, nos meilleures pensées accompagnent les familles et les collègues de la capitaine. Et merci aussi parce que tout ça s'est arrivé dans le cadre d'une mission qui était faite pour nous remonter le moral. Ouais. Fait que c'était un peu... Merci pour votre sacrifice. Mm-hmm. Un autre écrasement militaire, celui-ci d'un F-35 à Eglin. Ouais, Eglin Air Force Base. Eglin. Donc, le deuxième écrasement, quasiment 2 semaines à Eglin. La semaine dernière, on avait parlé d'un F-22 qui s'était écrasé. Là, c'est un F-35. Apparemment, les détails, vous savez, on dit toujours qu'on ne peut pas vraiment parler de conjecture avant d'avoir l'enquête, mais dans ce cas-ci, c'est un entraînement de nuit, un entraînement routinier. Et après la mission, le pilote est revenu vers la base avec son aéronef et durant la phase d'approche, il s'est éjecté. Et il est sain et sauf. Il est à l'hôpital, il est probablement déjà sorti. Le 58e escadron de chasse, et puis on peut dire que c'est le 3e F-35 qui s'écrase. C'est le 2e F-35A, il y en avait un. Et il y a aussi un F-35B l'an dernier, les Marines, près de Beaufort, en Caroline du Sud, qui a été écrasé. Ouais. Et avant que vous pensiez qu'il y aura bientôt plus d'F-35 en état de vol, il y en a en ce moment 530 en opération sur 24 bases différentes. Et en 2023, il va en avoir 1000 en opération. Donc, s'ils s'en sortent comme des ça me réjouit tellement, là. Je suis tellement joyeux à l'instant même où je viens d'apprendre ça. Que, Toi, tu parlais juste du nombre d'appareils en circulation, hein? Bon, d'accord. Ben oui, là, il est correct, cet avion-là. Est-ce qu'on peut parler de conspiration, là, Olivier? Là? Ben, c'est facteur deux humain, avions problème technique. Stealth Fighter qui s'écrasent. Puis là, c'est en Floride, Eglin, hein? Corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est une base en Floride. C'est en Floride, c'est dans le Panhandle, là, dans le nord de la Floride, là, c'est l'Alabama qui est là, puis la Georgie. Fait que si personne n'y voit une conspiration des alligators du coin... je vois la partir cette il y a beaucoup d'oiseaux. Hein, dans ce coin-là, des gros oiseaux. C'est donc, ça, par exemple, blague à part, Olivier, c'est un bon point que tu soulèves. Ça m'a toujours fasciné, les bases aériennes qui étaient installées dans ces régions marécageuses-là. Il y en a une aussi en Alabama, dont je ne me rappelle pas le nom. Et en bas de la Floride, il y a la base... pour l'aéronavale, pour la Navy, là, pour avoir Pensacola, si je ne me trompe pas. La Pensacola, c'est dans le nord aussi. Dans le nord aussi de la Floride? Il me semblait que c'était dans le... En tout cas, mais c'est souvent installé dans des régions, bon, éloignées, on s'en doute, à cause pour le bruit et tout ça, mais tout dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de ces Air Force Base-là qui sont situés proches de marécages, de forêts, tout ça. Il me semble que tu essaies de t'éloigner. Ça me semble un drôle de choix. Oui, parce qu'entre autres, les zones marécageuses, on sait qu'il y a souvent de grands oiseaux qui habitent là, qui nichent là. Donc, c'est une gestion de la faune. Et en même temps, ça permet une des bonnes façons d'avoir une zone protégée, qu'on est sûr qu'elle va être protégée, c'est de mettre une base militaire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça aide. C'est dur d'approcher subtilement à travers un marécage. Là. Le Kennedy Space Center, une immense réserve faunique tout autour de l'installation de la NASA. Et puis, il y a un gros travail de conservation qui se fait là. Puis, il n'y a personne qui veut les déranger. C'est des zones qui sont ultra, ultra protégées. C'est comme un win-win que j'avais pas pensé. Une zone protégée. Ils font beaucoup de travail pour protéger la zone, à part quand il y a une fusée qui part. Ben, j'allais dire, tu sais, ça dégage détruit 312 000 décibels de... OK, ouais. Bref. On y reviendra. Le troisième, que je pense que je pourrais appeler le cas le plus spécial de la semaine, l'écrasement d'un A320. Pardon? De l'année? Le cas de l'année. Ouais, jusqu'à maintenant, en tout cas, parlons pas trop vite on ne sait jamais. Donc, c'est ça, un A320 de Pakistan International Airlines qui s'est écrasé vraiment brutalement. Au dernier décompte, on avait 97, 99 morts, quelque chose comme ça, parce qu'il y a des gens au sol. Oui, c'est ça, et il y a quelques survivants. Ouais, donc l'avion s'est crashé à Karachi. Mm-hmm. Puis ce qui est particulier avec ça, j'ai
J'ai l'air d'hésiter, là, mais c'est parce que j'essaie de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on parle de ça. En préparation d'émission, on a jasé abondamment de ça. Il y a beaucoup de photos et de vidéos qui sont sorties sur les médias sociaux. Oui. Donc, il faut rester prudent, faire attention. Pour y aller avec ce qu'on sait jusqu'à présent à Grégory. Oui, exactement. Puis, donc, ce qu'on sait, c'est que l'avion a essayé de se poser une première fois. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, on ne spéculera pas. On a une bonne idée de ce que ça pourrait être, mais restons-en là pour le moment. L'avion a décidé de faire un go-around. Donc, de repartir, de redécoller, de refaire le tour. On a eu des problèmes. On a sorti le RAT. On le voit sur les photos. Là. Donc, le Ram Air Turbine, qui fournit de l'électricité et de l'hydraulique sur ces grosses machines-là. Oui. Comment, André? Perte de puissance sur les deux moteurs possible. Et rendu à peu près... Ouais, exact. Rendu à se remettre tranquillement en approche finale, on a annoncé qu'on avait perdu les moteurs. Donc, et l'avion, ce qui est dommage et déplorable là-dedans, c'est que l'avion, malheureusement, s'est crashé dans une zone habitée. Pour ceux qui ont eu la chance déjà d'aller à Karachi, savent que c'est densément peuplé. Donc, il y avait pas mal de monde en dessous. Fait qu'on sait pas, ils savent même pas encore au niveau des morts. Des passagers, c'est clair, mais pas des habitants qui étaient sous l'avion. Exactement, tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut, vous allez voir on avait mis des liens dans les notes de l'épisode. Vous allez voir que l'avion, il y a des traces en dessous des moteurs. Et puis, vous allez voir qu'il y a un autre article où il y a des photos de la piste où l'avion a tenté de se poser la première fois et des traces si on veut, à l'empattement des moteurs. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu un belly landing, ou en tout cas une tentative Exactement. Donc, là où on ne veut pas trop s'aventurer trop loin, c'est qu'effectivement... ouais, c'est ça. C'est qu'il semblerait que l'équipage, suite à ce que Olivier vient de dire, là, donc des traces de frottement sur la piste et ces fameuses traces noires en dessous des câbles moteurs, ça porterait à penser qu'ils auraient fait un belly landing et donc ils auraient oublié de descendre le train d'atterrissage puisque lors de la première approche, ils n'ont déclaré aucun problème. Donc, ils auraient probablement oublié de sortir le train d'atterrissage. Et pour le bénéfice des auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec les avions modernes, même s'il y a ça, il y a même ces systèmes-là sur les plus vieux avions, les avions ont des systèmes qui avertissent l'équipage s'il s'approche du sol avec une mauvaise configuration, si les volets sont pas sortis, si le train d'atterrissage n'est pas sorti, si l'avion descend trop vite, patati patata. Et il faut savoir que ces systèmes-là peuvent être désactivés. Dans certains cas, il y a des très bonnes raisons de le faire. Il y a certaines approches où il y a beaucoup d'alertes qu'on appelle des alertes de nuisance. Donc, pour X raisons, il faut suivre une colline ou pour aller se poser et tout le long de l'approche, l'ordinateur de l'avion nous lance des avertissements. On est trop bas, attention, attention. Mais il n'y a pas de problème parce qu'on est en condition visuelle, on voit la piste et on va aller faire l'approche telle qu'on est supposé faire. Mais si on coupe les alertes, ben là, ces filets de protection-là ne sont plus disponibles. On ne dit pas que c'est ça qui est arrivé, mais ça peut être une... Et suivre le terrain, comme tu disais, Olivier, est-ce que tu fais allusion à certains aéroports, par exemple, en Amérique du Sud? Dans des cuvettes ou des choses comme ça? Il me semble que c'est en Bolivie ou... J'ai même pas besoin d'aller jusque-là. Dans un de mes travaux précédents, je volais un King Air et on allait à Anticosti et la base de données du système de proximité avec le sol, le AGPWS, était pas à jour et sur une des approches, il y avait un petit bouton juste avant la piste et on était pile sur l'approche, il n'y avait aucun problème et à chaque fois on se faisait crier terrain. Juste un jetement. Est-ce qu'on peut parler de fatigue par rapport aux alertes là? Tu sais, il y en a tellement puis on s'habitue à pas les écouter que puis encore une fois, on dit pas que c'est ça qui est arrivé là, mais oui, est-ce que ça commence à être un problème? Bon, ben là ça, c'est le bout de l'histoire où c'est de la spéculation. On ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer au niveau du cockpit. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la PIA venait de reprendre ses vols. Donc, est-ce que ça peut être lié au fait que les pilotes n'avaient pas volé depuis longtemps? Ça se pourrait. Est-ce qu'il y avait eu, à l'aéroport de départ, y a-t-il eu un délai qui a fait que l'avion a dû rester au sol plus longtemps, les pilotes n'ont pas été capables d'aller se reposer? Non, mais je parlais plus du principe d'avoir des avions qui sont tellement automatisés que... Claudia, ouais. Je peux en parler. J'ai volé un avion
il y a 3 travails. Ben, la même compagnie avec qui j'allais en Anticosti, on avait un avion qui avait été acheté de nos amis de chez Bombardier. Mhm. Et puis, l'avion avait toutes les options. Et puis, il y avait une des options, c'était un RAAS, un Runway Awareness Advisory System. C'était le pire gadget que j'ai vu installé dans un avion. Oui. On se promenait au sol à Saint-Hubert avec l'avion et quand on approchait de la piste, on se faisait dire vous approchez la 2-4 droite, approchez la 2-4 gauche. Même quand on circulait à rebours sur la piste 10-28, quand il y avait les travaux à Saint-Hubert il y a 3 ans, pour aller rejoindre la piste, exemple, la 2-4 droite, on se faisait dire qu'il nous restait alors d'une voie très autoritaire et avec un sentiment d'urgence dans le fond de la voie, qu'il restait juste 1500 pieds de piste en avant de nous. Puis, il n'y avait aucune façon de faire taire ces alertes-là. Okay. Et puis, chaque fois qu'on était en vol et puis que ça se mettait à parler, on se regardait les 2 pilotes, on roulait des yeux. C'était vraiment l'enfer, ce système-là. Et ça finit par... C'est ce qu'on disait, ça finit par être des alertes de nuisance. C'est que ça nuit plus que ça... Oui, chose. Tout à fait. Ça, ce serait intéressant éventuellement d'en rediscuter, de voir jusqu'à quel point on peut aller aider le pilote, là. Ouais, ben quand est-ce qu'on se met à nuire, là, c'est comme c'est une courbe en cloche, là, ouais, c'est ça. OK. À suivre, parce qu'on va finir par avoir des nouvelles de tous ces écrasements-là et savoir qu'est-ce qui s'est passé éventuellement, mais connaissant le rythme d'investigation des différents bureaux de sécurité des transports, ça va prendre quelques mois. Ne vous surprenez pas s'il y a un petit délai avant d'en avoir des nouvelles, mais on va finir par savoir ce qui s'est passé. Ouais. Passons, et encore une fois, bien entendu, on fait passer toutes nos condoléances aux familles des victimes. Oui, malheureusement. Grosse purge au sein du programme SpaceJet de Mitsubishi, André. Grosse, tu dis, c'est... Moi, j'ai adoré ton titre dans les médias sociaux, ce que tu as posté hier ou avant-hier, là. La purge stalinienne. Oui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui semblait pas avoir comprendre, qui m'a dit, pourtant, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de personne qui s'est retrouvée en Oui, j'ai Sibérie. vu passer ça, effectivement. J'ai failli répondre figure de style. Effectivement. Mais effectivement, Mitsubishi ferme son centre d'essai à Moose Lake aux États-Unis, dans l'État de Washington. Ce centre d'essai-là, il y avait à peu près 400 personnes qui travaillaient là. Il y a 4 avions d'essai en vol qui sont là. Les 4 avions vont être remisés temporairement. Ils ferment aussi le centre nord-américain de vente et de gestion du SpaceJet qui était à Seattle, à Renton. Donc, 200 emplois là aussi qui sont coupés. Donc, 600 total aux États-Unis. Le centre SpaceJet de Montréal qui avait ouvert ses portes à Boisbriand cet automne ferme. OK? Et on rapatrie toutes les activités au Japon, à Nagoya. À Nagoya, au Japon aussi, ils avaient engagé des citoyens étrangers, donc des ingénieurs de l'extérieur pour les aider au développement et à la certification. Tous les contrats d'embauche se terminent au plus tard le 30 juin prochain. Donc, à partir du 1er juillet, il n'y a plus d'étrangers à ça, c'est une question que Nagoya. j'avais pour toi, André, à savoir est-ce qu'il y avait des chances que certaines personnes, admettons, d'ici, si elles le souhaitaient, est-ce qu'il y avait possibilité pour eux de partir au Japon? Mais là, tu viens de répondre à ma question, là, c'est fort peu probable. C'est fort peu probable, effectivement. Puis il faut comprendre ici là, que il y a l'entité qui coupe des emplois là, dans Mitsubishi Heavy Industries, c'est Mitsubishi Commercial Aircraft, qui est une compagnie complètement différente de Mitsubishi Regional Aviation, qui, elle, fait l'acquisition du programme CRJ au 1er juin. OK? C'est 2 entités séparées. j'étais pas là. OK, c'est intéressant. Super. OK? Parce que pendant que les employés de Mitsubishi Commercial Aircraft recevaient des courriels pour leur dire, voici ce qu'on fait, on coupe, les employés de Bombardier sur le CRJ, l'équipe de soutien du CRJ, eux autres qui recevaient un courriel pour leur dire, bienvenue dans Mitsubishi, à partir du 1er juin, nous vous confirmons que nous maintenons vos avantages sociaux, vos semaines de vacances, etc., etc. Puis, by the way, on ne révirera pas tout de suite le bureau le 1er juin à Mirabel, on est en train d'installer les mesures de distanciation sociale dans le bureau. Dès qu'on va avoir fini l'aménagement du bureau, vous allez pouvoir revenir au bureau à Mirabel. Okay. Alors, c'est comme 2 messages complètement contradictoires, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'aventure de Mitsubishi aux États-Unis,
qui a véritablement commencé en 2016, alors qu'ils ont commencé à avoir qui ont établi un centre de certification à Moose Lake. Mm-hmm. Ça n'a pas vraiment été fructueux, hein. Puis ils avaient engagé, dans la structure de Mitsubishi Commercial Aircraft, il y a plusieurs anciens de bombardiers qui ont travaillé sur le C-Series, qui se sont trouvés soit à Nagoya, soit à Moose Lake, soit à Renton. Tu avais des anciens aussi de... Il y avait Alexandre Bellamy, je pense, ça se peut-tu? Ouais, Alex Bellamy. Et tu as des gens là-dedans qui... quand ils sont partis de Bombardier et qu'ils sont allés avec Mitsubishi, ça a été une promotion pour eux autres. Ils montaient dans l'échelle. Ouais. Tout ça pour dire que ça n'a pas été fructueux, cet épisode-là, cette étape-là. Ça a donné beaucoup de difficultés. Moi, j'ai échangé avec des gens qui ont travaillé sur le programme, soit à Moose Lake, soit à Nagoya. Puis ça faisait... ils sont pas vraiment surpris, mais ils sont déçus, sont choqués parce qu'ils avaient constaté des problèmes. L'organisation n'était pas fonctionnelle. Le maillage entre l'équipe de Nagoya puis les nouveaux venus, c'est pas bien fait. Est-ce que c'est une différence culturelle qui a créé ce problème-là? Probablement. Je refuse de croire que c'est juste ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. On a souvent entendu des histoires, André, quand même, à travers le temps et dans différentes industries, où le maillage, comme tu parles, entre certaines équipes japonaises et autres, ça s'est pas fait vraiment dans le meilleur, dans le plus grand, soit dans le plus grand respect, soit de la meilleure façon. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moi, ça me surprend pas, honnêtement. Là. Puis je comprends qu'on spécule, on n'est pas sûr, c'est peut-être pas ça ou quoi, mais tu me dirais, là, dans quelques mois, ben écoute, effectivement, ça s'est mal passé, ça se parlait pas, il y avait zéro communication. J'aurais tendance à ne pas être surpris, connaissant un petit peu le côté très renfermé et peu ouvert aux autres cultures des Japonais. Là. Ils sont très bons, ils sont très gentils, oui, ils font des très bons sushis, mais... OK, aucun rapport. Les sushis, oubliez ça. Mais blague à part, c'est, tu sais, il y a ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que ce soit un petit peu tiré dans le pied. Déjà, il devait y avoir une barrière de la langue assez importante, là, ce qui est premier niveau de difficulté. Mais tu vois, moi, je pense que ça va plus loin que ça, parce que ça, je pense pas que ce soit un problème au niveau de la langue. Je pense que l'aspect culturel, dans l'aspect culturel de la chose, tu sais, les méthodes de travail, les horaires, c'est des exemples qu'on a souvent vus dans le passé pour dire que ça n'avait pas fonctionné avec certaines équipes japonaises. Là. Donc, fait que ça, tu te dis, je ne pense pas puis je ne souhaite pas que ce soit ça le problème. Ça pourrait probablement prendre une plus grosse part dans la prise de décision de pourquoi qu'on déciderait de fermer certains bureaux, le fait que ça n'ait pas fonctionné, qu'il n'y ait pas eu cette fusion souhaitée. Là. Parce qu'ils ont engagé quand même beaucoup d'Occidentaux, hein, André? Oui. Mais moi, un commentaire qui est revenu à quelques reprises, c'est que l'équipe qui a été embauchée, qui arrivait des fabricants d'expérience, ils ont géré ça comme si Mitsubishi était un fabricant d'expérience bien établi, puis que c'était juste une autre certification comme on en fait régulièrement, là, tu sais. Ouais. Souvent, par exemple, Airbus et Boeing l'ont fait, par exemple, et même Bombardier. Tu développes une nouvelle variante, puis entre le moment où tu lances le développement, puis tu certifies, tu sais que ça va prendre 5 ans, puis tu as ton équipe d'ingénieurs bien établie, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, tout le monde sait ce qu'il fait, ils ont toute l'expérience, puis ça va relativement bien. Quoique, regarde, il y a des gens d'expérience qui se sont plantés avec le Max. Mais tu comprends ce que je veux dire, ça. Tu peux pas gérer une entreprise comme Mitsubishi Commercial Aircraft qui n'a jamais fabriqué d'avion, qui a des équipes d'ingénieurs qui sont des équipes de recrues. OK? Tu gères pas ça comme une équipe que ça fait 20 ans qui roule. Micromanage pas mal plus, si tu veux que ça fonctionne. Puis, dernier point là-dessus, avant qu'on passe à autre chose, est-ce que tu penses que le fait que ça n'ait pas fonctionné comme ils le pensaient au niveau de la certification du SpaceJet et le fait qu'ils doivent fermer, se débarrasser d'ingénieurs, de fermer des bureaux, etc., est-ce que tu penses que ça pourrait affecter leur intégration
on va dire de façon plus officielle et à long terme, l'intégration du Japon au niveau du comité de certification mondiale, parce qu'on sait qu'il existe un comité de certification auquel certains pays font partie. Le Canada en fait partie, a une très très bonne réputation, on en a parlé souvent. Puis c'est eux un petit peu qui donnent les guidelines au niveau de la certification des produits. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait affecter leur... Tu remarqueras qu'ils n'ont pas abandonné la certification du M90. Ils l'ont mis au ralenti, mais ils continuent de travailler à la certification du M90. Et l'équipe de support du CRG à Mirabel a dans son mandat de venir supporter la certification du M90 aussi. Et tu viens de soulever un point très intéressant. Tout cet aspect-là de faire partie du Comité international de certification, c'est probablement ce qui fait qu'on maintient, on garde le M90 puis on garde sa certification en vie, justement pour permettre au Japon ou l'agence de l'aviation de certification japonaise de progresser puis de devenir membre de la communauté internationale. Tu viens de soulever un excellent point, Greg, là. Ah, ça, c'est tu vas avoir une petite étoile en or, tu sais, comme dans les cahiers. Hey, bravo, champion! Hey, yeah! Montrez ça à ma mère en arrivant tantôt. C'est un excellent point. J'avais pas pensé à aborder ça, mais c'est un excellent point. Passons un peu du côté de Air Canada qui, semble-t-il, continue de considérer le A321LR. Surprenant. Ben oui, on est en situation de pandémie. Évidemment, les exécutifs d'Air Canada continuent de faire des présentations au milieu de la finance. Maintenant, plus qu'en temps normal, c'est important d'en faire, rassurer tout le monde. Et dans ces présentations-là, il y a deux vice-présidents cette semaine qui ont parlé du 321, dont M. Rousseau, Michael Rousseau, qui est le vice-président, le Chief Financial Officer, OK? Et à la question, mais parce que la question c'était, vous avez décidé d'abandonner votre commande de MAX 9. Ouais. Est-ce que vous regardez un autre appareil pour remplacer ça? Et la réponse, c'est oui. On regarde pour des A321 et LR idéalement. Mais là, évidemment, cette acquisition-là est repoussée probablement de 2-3 ans. Mais si on n'avait pas eu COVID-19, on serait peut-être en train de parler de la commande LR et XLR, André? LR, pour l'instant, ils n'ont pas parlé, j'ai pas vu la désignation XLR passer, mais c'est pas impossible, Grégory. Okay. Tout est possible. Mais on sait que Air Canada apprécie beaucoup le 321, là, donc ça, oui. c'est... Puis on en avait parlé que lors de la possible intégration d'Air Transat, on disait oui, moi, mais ils viennent juste d'acheter des 321, mais on sait que donc Air Canada apprécie beaucoup cet avion-là. Fait que c'est pas surprenant, effectivement. Oui. Des résultats annuels, André, qui sont tout de même surprenants dans les circonstances. Héroux-Devtech et CAE. Ouais, je vais y aller dans l'ordre dans lequel ils ont présenté les résultats, parce que Héroux-Devtech et CAE ont ceci de particulier, c'est-à-dire que leur année fiscale, eux, se termine le 31 mars. Leur année financière se termine sur l'année fiscale. Ouais. Donc, l'année fiscale 2020 d'Héroux-Devtech et de CAE s'est terminée le 31 mars dernier. Dans le cas d'Héroux-Devtech, on parle tout de même d'une progression de 26,7% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente à 613 millions. C'est énorme comme progression. Évidemment, Héroux-Devtech avait fait des acquisitions dans les 12 derniers mois, donc ils ont intégré les revenus de ces acquisitions-là dans son chiffre d'affaires. Par contre, quand on regarde au niveau des Héroux-Devtech, c'est 20% de plus de chiffre d'affaires dans l'aviation commerciale, c'est 33% plus de chiffre d'affaires dans l'aviation militaire, OK? Dans le secteur militaire. Ils ont été affectés quand même par la COVID-19 parce que février et mars, ils ont eu des ralentissements de production. Ouais. Et les 18 sites de production qui étaient ouverts au mois de janvier le sont demeurés au mois de février et mars. Fait à noter, la direction des Héroux-Devtech touchait du bois. Ils n'ont toujours pas eu un seul cas de COVID-19 de rapporter parmi la main-d'œuvre des 18 sites. Donc, les mesures de distanciation sociale qu'ils ont mises en place dans les usines ont fonctionné. Évidemment, la distanciation sociale, ça affecte la productivité.
Donc, Héroux Deftech a dit, écoutez, attendez-vous pas à ce qu'on ait d'aussi bons résultats au niveau des profits puis des liquidités ou des flux de trésorerie pour l'année financière 2021. Ça risque d'être moins beau. Pour le militaire, ils s'attendent pas de réduction de production. Au contraire, ça va très bien. Dans le militaire, n'oubliez pas que Héroux Deftech est le fournisseur du train d'atterrissage du F-15, du F-18, du Gripen E, et aussi du CH-53. Donc, c'est 4 programmes qui vont relativement bien. Puis bien que ça soit pas officiel, ils sont aussi fournisseurs de certaines pièces sur le F-135, le F-35 aussi. Hein. Le MQ-25 aussi. Et le MQ-25. Puis ce que mentionnait le président des Deftech, c'est que 40% de tout ce qu'ils produisent en ce moment, de tout ce que Héroux Deftech produit, elle détient les droits, la propriété intellectuelle de cette production-là. Donc, ils sont très à l'aise, très confortables malgré la crise. Et évidemment, ils font le même avertissement que tous les chefs d'entreprise. Écoutez, on parle au meilleur de mes connaissances et c'est à court terme. On n'est pas capable de se prononcer sur le long terme. Mais c'est clair que Héroux Deftech pense que dans les 2 prochaines années, elle va avoir d'autres occasions d'affaires, d'autres occasions d'acquisition parce qu'elle a des compétiteurs qui sont uniquement dans l'aviation civile qui, eux, vont être plus sévèrement frappés. Ouais. Et à ce moment-là, ça va être une occasion d'affaires, des occasions saisies pour Héroux Deftech. Donc, on s'attend, dans le fond, à de la croissance et de l'endettement. C'est ça qui s'en vient. Oui, mais le timing est bon. Un testament à la diversification quand même, là, parce que c'est relaxant dans les circonstances d'avoir plusieurs sources de revenus. Là. Ouais. Et quand on va, par exemple, du côté de CAE, les sources de revenus, c'est différent. En ce moment, CAE, c'est 30%, 35-40% militaire, puis 60% aviation civile. Et évidemment, CAE sont beaucoup plus affectés. Croissance pour l'année financière 2020 de 10% du chiffre d'affaires pour CAE, mais quand même 3,6 milliards de dollars. OK? Encore là, février et mars affectés par la COVID-19, beaucoup de ralentissements. Et tout comme Héroux Deftech, s'il n'y avait pas eu la COVID-19, en fait, les 2 compagnies ont connu une année record, okay? Malgré la COVID-19. Mais s'il n'y avait pas eu COVID-19, ils auraient connu des résultats exceptionnellement bons. Donc, des progressions intéressantes. D'accord. Sur le 3,6 milliards de chiffre d'affaires de CAE, donc il y en a 2,2 qui viennent du secteur d'aviation civile, 1,2 qui viennent de l'aviation d'affaires, puis l'autre 200 millions, c'est CAE santé. OK? Et en passant, CAE a produit à ce jour 500 respirateurs, les fameux respirateurs CAE, sur la commande de 10 000 du gouvernement canadien, commande qui est maintenue en passant. Et là, on va sortir de l'aéronautique pendant 30 secondes. Si vous vous demandez si les gouvernements se préparent à la 2e vague de COVID-19 pour l'automne, vous venez avoir votre réponse. Le gouvernement canadien a maintenu sa commande de 10 000 respirateurs parce que ça prend ces respirateurs-là pour quand? Probablement pour l'automne. Alors voici, on revient à l'aviation. CAE aussi a quand même flux de trésorerie disponible de 351 millions. Donc, une autre entreprise qui, malgré COVID-19, a connu une bonne année, c'est clair qu'elle va être déficitaire en 2021. Ça, là, il n'y a pas de revenus. Les revenus vont trop baisser pour revenir pour être bénéficiaire ou être en fait des bénéfices toute l'année. Il n'est pas impossible que CAE redevienne profitable à la fin de cette année, c'est-à-dire quelque part novembre-décembre 2020 ou au début de 2021, parce que ce qu'expliquait M. Parent, le président de CAE, c'est que la compagnie a pris beaucoup de mesures d'économie. Quand à un moment donné, la crise a commencé à frapper, puis ils ont dit « Oh, on a un problème, c'est le temps de commencer, il faut trouver des nouvelles mesures d'économie ». Et il y a plusieurs de ces mesures d'économie-là qui vont rester dans le temps. Donc, théoriquement, on a amélioré la marge bénéficiaire de l'entreprise. Donc, c'est pas nécessaire de revenir à 100% du chiffre d'affaires pour avoir le même niveau de profitabilité que l'année prochaine. D'accord. Il risque aussi d'y avoir un certain boom de commandes quand tout ça va repartir parce qu'il va y avoir beaucoup de gens à requalifier potentiellement. Ouais.
Effectivement. Oui, exactement. Ça, quand l'aviation va partir, surtout que CAE, la très grosse majorité de ces simulateurs, c'est des simulateurs de monocouloir. Il y a très peu de simulateurs qui appartiennent en main à CAE, qui sont des simulateurs d'avions long courrier. Donc, c'est surtout des 320 puis des 737, les simulateurs que possède CAE. Ceux qui risquent de rouler le plus fort au redémarrage. Et donc, c'est ça. Mm-hmm. Et eux aussi, ils ont commencé à avoir des discussions avec des compagnies aériennes parce qu'évidemment, les compagnies aériennes en situation de crise veulent économiser de l'argent. Ils veulent aussi mettre la main, garder les liquidités. Et une des façons que les compagnies aériennes pourraient faire ça, ça serait de vendre leur centre de formation à CAE. Et M. Parent a clairement dit qu'il y avait eu des discussions dans ce sens-là avec quelques compagnies aériennes. C'est vrai que le modèle existe déjà pour les avions. On en parlait il y a quelques semaines de ça. Donc, pourquoi pas? Ouais. Intéressant. Alors, encore là, CAE pourrait être à l'affût de nouvelles occasions d'affaires. Et vous le savez, CAE, c'est un champion dans sa catégorie et ils ont l'intention de prendre toutes les mesures pour rester le numéro 1 dans leur catégorie. C'est bon. Quand on a des belles liquidités à l'entrée d'une crise, il y a des opportunités d'habitude. Exact. Parlant d'opportunités, en fait, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Ça fait longtemps que c'était dans les livres, mais Airbus ouvre officiellement son usine pour les A220 aux États-Unis. Ouais. Ouais, en fait, ce que Airbus a fait quand ils ont fait l'acquisition du programme A220, du C-Series, dans les premiers mois de 2019, ils ont commencé à installer de la machinerie, les gabarits d'assemblage, les machines d'assemblage des fuselages, du 220. Ils ont commencé à les installer dans l'usine où se fait l'assemblage des 320 en ce moment. Ils ont fait 2 fuselages comme ça. Et pendant ce temps-là, ils construisaient un hangar spécifiquement pour l'A220. Et ce hangar-là a été complété. Et après avoir fabriqué le deuxième avion dans l'hangar du A320, ils ont déplacé la machinerie dans le nouveau hangar. Et là, l'assemblage du premier A220, vraiment dans le hangar A220, a débuté. C'est un avion qui est destiné à JetBlue, d'ailleurs. OK. Fait que c'est ça. On s'attend donc à 3 livraisons d'ici la fin de l'année à partir de Mobile en Alabama. All right. Quand même. Bravo. Ça avance. Ben ouais. Compétition de moteur pour le F-15EX, Olivier. Oh! Ouais. À l'épisode 29, on avait parlé du premier vol du F-15 QA pour le Qatar et on avait glissé un mot que les Américains allaient acheter des F-15EX pour remplacer les plus vieux F-15C qui sont dans l'Air National Guard. Là, Pratt & Whitney, avec notre fanboy local, Grégory Blanc, a fait des pressions sur le gouvernement américain. Mm-hmm. Et puis, on avait dit qu'il allait avoir des poursuites. Avec un contrat pour juste des moteurs General Electric, les F-110. Et puis là, Pratt & Whitney a tellement pleurniché que la US Air Force dit « OK, il va y avoir une compétition pour les moteurs. Donc, on va avoir une compétition pour ils vont mettre face à face, d'un côté, le F-100 de Pratt & Whitney, probablement la version 229 qui est sur le F-15E, et dans l'autre côté, le F-110 de GE. On parle quand même de 80 moteurs potentiellement. Et puis, puis comme ils vendent pas, vendent pas 100 piastres. Un point là, Olivier, c'est pas Pratt & Whitney qui a pleurniché, moi je suis sûr que c'est le lobbying de Greg qui a fait la différence. C'est ça que j'ai dit. Ben écoute, je voulais pas en parler comme ça, là, mais c'est sûr que probablement le Eagle tatoué sur le cœur plus que bien des gens qui travaillent chez Pratt, mais ça c'est un autre débat. Et c'est pas la menace de poursuite, c'est le lobbying, parce que ça aurait été tellement le fun que cet appel d'offre-là jamme pendant 7 ans. Quand les gens me voient arriver sur Capitol Hill, ils font « Oh non, pas lui encore ». Donc, donnez-y tout ce qu'il veut. Avec une casquette flambant neuve avec le fameux logo avec l'aigle dessus, vous saurez d'où ça vient. Oui, écoute. Mais quand même, il y a quand même un point intéressant là-dedans. Puis c'est un point intéressant pour le contribuable parce que tout le monde ici réuni électroniquement et à cette table sait très bien qu'un contrat donné sans appel d'offres,
c'est rarement une bonne décision. Financièrement parlant. On parle pas mécaniquement, Olivier, parce qu'on en a déjà parlé hors d'onde de toi et moi, puis à ce niveau-là, c'est vrai que le moteur GE, techniquement parlant, un avantage. Un petit avantage, effectivement. D'un point de vue technique. Il y a aussi le fait que depuis qu'ils ne fabriquent plus de F15E, ils ont passé au F15 SG, le F15K, tout ça, ils font plus de F15 avec les moteurs Pratt & Whitney. Ce ne sont que des moteurs GE qui sont sortis sur les F15 fabriqués à Saint-Louis. Donc, on manque un peu d'expérience, c'est ça que vous alliez dire, là. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la job. En fait, d'un point de vue, parlons sérieusement, là, le problème que ça risque d'amener, c'est que vu que ce moteur-là, le F100 de Pratt & Whitney, n'est plus utilisé depuis longtemps, ce qui est probablement ce qui est arrivé, c'est que Pratt ne faisait que des pièces de rechange, ne fabriquait que des pièces de rechange. Et ce que ça sous-entend également, c'est que le moteur n'a pas autant évolué d'un point de vue ingénierie que s'il était en full production. On a arrêté de régler des problèmes. Non, en fait, ce qui arrive, c'est que quand le moteur est gardé en service, on ne fait que du maintien, donc on fabrique des pièces de rechange uniquement et au niveau de l'ingénierie, on ne fait que régler des problèmes qui se présentent. Il n'y a pas d'évolution comme telle au niveau du moteur, exactement, de dire OK, là on va passer, là c'était le F100-1, là on va faire une version -2 améliorée, on va mettre une nouvelle chambre à combustion. Tout ça, c'est pas arrivé. Parce que le moteur était pas plus vraiment utilisé, fait que la compagnie n'investit plus vraiment d'argent dans un produit comme ça pour le faire évoluer. Fait que ça c'est peut-être le petit problème qui risque d'arriver, c'est que ça se pourrait que Pratt arrive avec un prix plus bas. Mais ils vont être désavantagés au niveau des évaluations techniques. Peut-être, ça dépend. Là, il faudrait voir le cahier des charges, sur quoi le moteur va être évalué ou quoi, mais comme on l'a déjà vu dans le passé, mais c'est en train de changer par exemple. Mais comme on l'a déjà vu dans le passé, c'est déjà arrivé où on a juste acheté quelque chose parce que c'était le moins cher d'être. Olivier, on joue à Monsieur Soleil. Oui, juste répondre à Greg 2 secondes. Vas-y. Un des problèmes qu'on va avoir avec cet avion-là aussi, c'est que le F-15 EX ou QA ou SO, peu importe, a des commandes de vol numérique, ce que les autres F-15 n'avaient pas. Donc, il va falloir travailler à, si on veut, programmer l'avion pour ces moteurs-là. Ouais. Ce qui va coûter des sous. Versus acheter un avion qui est déjà certifié avec le moteur GE. Et le moteur Pratt & Whitney est toujours en production. Les F-15, les blocs 52 sont propulsés par des Pratt & Whitney. Ça, c'est pour les F-16, hein? Oui, donc les gens qui achètent, par exemple, le Maroc récemment ou le Pakistan, des pays comme ça qui ont acheté récemment des F-15 flambant neufs, s'ils ont pris la version bloc 52, il y a des moteurs Pratt & Whitney. F-16. C'est facile, les F-16. Tous les blocs qui finissent par 2, on les Pratt. Les blocs qui finissent par 0, on les GE. Mais encore là, ça veut pas forcément dire que c'est le même moteur qui... tu sais, je veux dire, ça a le même nom, là, mais quand on rentre un peu dans les détails, c'est un petit peu comme si tu disais, sur un King Air, c'est un PT6. C'est un Dash 229. C'est le moteur du F-15E, du F-15C, F-15D. Il n'y a pas de... OK. Bon, écoute, on va voir alors qu'est-ce que ça va donner. Donc, Olivier, on joue à Monsieur Soleil. Qui va obtenir le contrat? Ouais. D'après toi? Oui, non, je te demandais une prédiction, là. Ouais. Prédiction. D'après moi, le gros bon sens va primer. Ils vont juste prendre les F-15 EX avec les moteurs GE. Ça presse de remplacer des avions qui sont en train de tomber du ciel. Donc, ça va prendre un avion comme maintenant. Moi, je pense que le lobby Pratt n'est pas à sous-estimer. OK. À suivre. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles de ça? Est-ce qu'on a une idée un peu? Là, ils sont en chicane. Proposition devait être donnée le 15 mai, donc 9 jours en journée qu'on enregistre. Et le début de livraison, c'est juin 2023. Mais il devait avoir 8 avions d'acheter cette année avec des livraisons très bientôt. Donc, il va peut-être aussi avoir peut-être une flotte mixte. Les premiers auront des moteurs GE puis éventuellement des moteurs Pratt dans les autres avions. Donc, ça, c'est. Donc, tout est possible. Aussi. Vous pourriez tout le monde avoir raison. Super. Non, ça dépend toujours de l'évolution du produit ou quoi. Là, mais ouais, OK. C'est intéressant. OK. On passe au segment pandémique en revenant rapidement sur Air Canada qui change un peu son fusil d'épaule, André, et va maintenant être ouvert à offrir certains assouplissements aux passagers qui ont vu leur vol annulé. Regarde, il y a eu des légers assouplissements dans la politique d'Air Canada de remboursement ou d'annulation là, des billets, mais on sent que
la pression populaire sur les compagnies aériennes canadiennes pour qu'elles remboursent les passagers est en train de monter. Il y a une pétition à la Chambre des communes en fait. Qui circule. 3, en voiture, puis on sent qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, les compagnies aériennes, il va falloir qu'ils regardent. C'est bien beau la préservation des liquidités, là. Mais l'acceptabilité sociale aussi, c'est important. Exactement. Puis ça a probablement un effet négatif, c'est que t'as des gens en ce moment les gens qui ont le moyen de voyager encore malgré la COVID-19, puis qui regardent les prix, puis qui seraient intéressés peut-être à prendre un bon prix pour novembre, décembre, par exemple, dans le temps des fêtes. Ben là, étant donné la politique actuelle d'Air Canada ou de n'importe quel autre transporteur, tu dis, ben je vais attendre avant de réserver parce que le politique de remboursement est pas assez bonne. S'ils avaient une bonne politique de remboursement maintenant, tu aurais probablement plus de réservations pour le mois de décembre, janvier, février, mars, avril prochain. Ce qui serait quand même un peu du financement du cash flow, là. Donc, c'est un peu peut-être une politique à courte vue, malgré que les montants ne soient pas nécessairement équivalents, là. C'est ça. Alors, moi, je pense que c'est contre-productif au niveau-là. Tu as mentionné l'aspect acceptation populaire ou marketing de tout ça aussi, c'est que quelle image tu projettes auprès du public, là, t'as l'air de quelqu'un qui a mis les deux mains sur le magot puis qui est accroché après puis qui le laisse pas aller. Je dis pas que c'est ça, là, mais André, j'ai même entendu des allusions au niveau du double dipping de non seulement je vais prendre de l'argent dans la poche directe du contribuable puis après ça je vais aller en chercher au gouvernement. Donc, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il y en est du cas, là, André, de il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont dit que si on les forçait à rembourser, c'était la mort assurée. Résumé un peu grossièrement, là, mais admettons qu'on part avec cette idée-là. Là. C'est-tu si tant vrai que ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question. Là. C'est quoi qui fait que pourquoi tu peux pas me rembourser? De un, puis de deux, c'est-tu si tant vrai que ça que si tu me rembourses, tu meurs? Parce que c'est un petit peu ça le message qu'ils envoient. Hein? Regarde, en Europe puis aux États-Unis, ils sont obligés de rembourser. Mais en Europe, aux États-Unis, ils ont des programmes d'aide spécifiques. OK. Alors, je pense aussi qu'il y a probablement un jeu politique qui joue en ce moment entre le gouvernement et les compagnies aériennes pour dire tu veux que je rembourse les passagers, il va falloir que tu me donnes un coup de main spécial. Et pourquoi qu'ils font pas, pourquoi ils s'inspirent pas, parce que ça semble être une bonne approche qu'ils ont eu de ce que j'ai lu un peu partout là, aux États-Unis. Pourquoi, dans ce cas-ci, ils s'inspirent pas directement de ce qui a été fait aux États-Unis, puis let's go, allons-y avec ça. Là. J'ai l'impression que selon ce que André dit, c'est une question d'engagement. Tant que le gouvernement ne s'est pas engagé à les supporter, eux autres ne veulent pas laisser aller le peu de liquidité qu'ils ont encore. Puis en même temps, on verra. Donc là, faut-tu envoyer un petit message à Justin pour lui dire de se dépêcher un petit peu? Écoute, d'ailleurs, on invite Justin, s'il est à l'écoute. Il faudrait que tu sois aussi efficace comme l'EBS à Ottawa que tu l'as été à Washington pour Pratt, Greg. Chop, Ottawa. Ouais, mais Pratt, ils ont-tu des actions chez Air Canada? Je me déplace pas pour rien. Mais sérieusement, le gouvernement canadien face à l'aviation et l'industrie aérospatiale, on en a parlé la semaine passée, et j'ai pas envie d'en rajouter parce que ça va s'étirer inutilement, mais on sent pas la volonté du gouvernement canadien d'agir, mais je pense que les pétitions pour le remboursement des passagers par les compagnies aériennes menées par des députés de la Chambre des communes, ça, c'est une bonne chose parce que malgré tout, on est dans un gouvernement minoritaire et je pense que le NPD et le Bloc, c'est le genre de choses, de politique, eux, qu'ils ont l'habitude de mener de front, c'est-à-dire rembourser les passagers plutôt que les compagnies aériennes. Ça va finir par se faire. Mais connaissant le premier ministre du Canada, il va attendre à la dernière minute avant de faire. D'autant plus que, au niveau parlant d'aide, je sais pas si vous avez vu, mais tous les partis politiques fédéraux ont demandé l'aide du PCU. Fait que. Oui. Bon. Fait que. Ça va. Ça va, tu sais. Parlant de choses qui tirent à leur fin dans les circonstances particulières dans lesquelles on se trouve actuellement. J'étais là quand elle est venue à Montréal la première fois. Je l'ai en vidéo. La 380? Oui. Ah. 2007, j'étais là. Ouais. T'as tout vu? C'est ça. J'ai tout vu. Je vais me faire un t-shirt. J'étais là. Oui, André. Alors,
Oui, alors, on parle du 380, mais Grégory, j'en ai manqué des bouts avec l'audio là, de ce que tu as dit, Grégory, mais Air France a officialisé le retrait du 380 de sa flotte cette année, plutôt que 2022. Puis du côté de Emirates, Tim Clark qui a laissé sous-entendre aussi qu'il pourrait en retirer au moins 40 à 50 maintenant, puis que les jours de cet avion-là étaient comptés. Ouais, il en retirerait de la flotte, puis en plus de ça, il cancelle les commandes et il n'achètera pas ceux qui sont en production déjà. Ah, super! Exactement. Fait que, ça veut dire qu'Airbus, en ce moment, là, elle a des beaux gros avions dont le prix de liste c'est 400 millions de dollars l'unité, probablement qu'ils se vendent la moitié, là, mais même s'ils se vendent la moitié, c'est 200 millions de dollars l'unité. Là. Fait que t'embarques 5, c'est 1 milliard d'actifs qui dort. Et ça prend de la place sur un stationnement. Oui, absolument. Mais Puis moi, Greg, là, je pense que si on veut se négocier l'achat d'un 380, faire du Montréal-Paris, mais juste en classe économie supérieure, pas de classe sardine, là. Ouais. Je pense qu'on pourrait se trouver des 380 pas chers. Faire des allers-retours Montréal-Paris, probablement, avec toutes les Happy Campers là, qui vont commencer à voler. Peut-être pas là, pas cette année, mais l'idée est pas pire. Fait qu'on pourrait l'acheter cette année pour l'année prochaine. Faudrait le parker. Ouais. Mais ouais. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est la fin annoncée, parce qu'il y a aussi c'est passé assez discrètement dans l'actualité, mais il y a aussi le 747. Le Boeing 747 qui est en train la Queen qui va nous quitter très bientôt. Là, il ne devrait rester en opération que des 747 tout cargo. Donc, le Boeing 747 est en train de tirer sa révérence également. Et ce qui amène à dire que c'est la fin des quadrimoteurs. Puis c'est d'ailleurs, on ne refera pas l'histoire, on n'a pas le temps là, du A380, mais c'est d'ailleurs ce qui avait un petit peu titillé les experts à l'époque quand Airbus avait annoncé son A380. Sachant que la fin s'en venait, c'était pas nécessairement une bonne stratégie selon eux. Puis il y a ça, puis il y a aussi la génération de moteurs qui a été utilisée, le Trent 900 ou le JP 7200, qui était pas top notch non plus. Il y a quelques années, il y a pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, on parlait de peut-être remotoriser le A380 avec des nouvelles générations de moteurs plus économiques. Ça, c'était avant que la stratégie hub and spoke soit abandonnée. Et voilà. Et ça, l'autre point qu'il y avait aussi, c'est que la philosophie de transport des passagers de beaucoup de compagnies aériennes a changé. Donc, on est revenu à beaucoup de point-to-point. Oui, André? Ouais. J'allais dire, le 787 a tué le A380. Même si c'est des avions qui sont pas du tout de la même taille, c'est le 787 qui a tué le A380. Oui, je suis en grande partie d'accord avec toi, André. Oui, effectivement. C'est deux philosophies différentes. Le 787, et surtout quand tu regardes le 800, ça a permis, par exemple, d'ouvrir Montréal-Tokyo en vol direct. Avec seulement 280 sièges. Ouais. C'était économique pour Air Canada de le faire. Puis quand la route s'est développée, on est allé avec le 900. Ouais. La stratégie d'Airbus, eux autres, ils se disaient, avec l'augmentation du volume, puis c'est de plus en plus dispendieux de rentrer dans les hubs. Ils ont dit, on va prendre un gros avion qui va permettre de tirer le maximum de chaque créneau d'atterrissage. Puis on va faire du hub and spoke avec ça. Et ça n'a pas marché, cette stratégie-là. Volume versus flexibilité. Exact. Ouais. Tout à fait. C'est quand même un avion très dispendieux à opérer. Le 380, là, c'est épouvantable. Puis, il faut pas oublier que le succès du 747, si on compare dans les 4 moteurs, dans les gros avions, le succès du 747, c'est la version cargo. Enlève la version cargo du 747, ça ferait longtemps qu'il serait pas en production. Ça, c'est dans le temps que Renton avait des bonnes idées. Il n'y a pas que ça. Ça a fait, le 747 a quand même à démocratiser le vol. Ça va plus loin que juste dire ça a marché parce qu'il y avait du cargo. Il faut pousser un petit peu plus la réflexion au niveau du 747 parce que ça a été le premier. Ça a permis à des gens ordinaires de voyager plus facilement, plus économiquement. Donc j'ai un petit peu une difficulté à comparer le 747 et le 380. Mais c'est un produit de remplacement. T'sais, un produit pas comparable peut tout de même tout à fait détruire un marché comme un iPod a détruit le marché du CD.
Oui, je pense que oui, absolument, on pourrait le... Puis le dernier point, le questionnement, parce qu'on pourrait revenir de la disparition du 380. On reviendra plus tard, je lance l'invitation à nous tous autour de la table. Là. Il était très intéressant ton point, André, sur qu'est-ce qui a tué le A380, parce que ça relance un petit peu le débat, encore une fois, de dire comment ça se fait qu'Airbus n'a pas vu ça venir. Avec la quantité, encore une fois, mon éternel refrain, avec la quantité de consultants et d'experts qu'ils peuvent se payer, ces gens-là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça arriver. Donc, on y reviendra, André. Garde ça en réserve. Là. Mets ça derrière l'oreille, là, on en reparle. Ouais. Parlant de Renton et de ses bonnes idées, cette fois-ci, avec sarcasme, on fait un tout petit détour parce qu'on a un seul point cette semaine. Mais là, il va falloir que tu retiennes André, là, parce que tu peux pas juste dire... André, t'as 33 secondes pour en parler. T'as-tu dit 33 heures? Ça pourrait se résumer à « J'avais raison. » Aussi. En réalité, c'est une non-nouvelle. Cette semaine, le 21 mai, l'agence France Presse a publié que il y aurait aucun vol de 737, de recertification là, du 737 MAX au mois de mai, puis que c'était peut-être qu'il y en aurait un au mois de juin. Mais dire le 21 mai qu'il n'y aura pas de vol de 737 MAX à Renton pour le recertifier, dans les alors 10 jours qu'il reste suivants. à peine 10 jours dans le... C'est ça. C'était pas un gros gamble. Je comprends que l'agence France Presse, le public, c'est un public, tu sais, c'est général, mais il y a personne dans l'industrie qui est tombé en bas de sa chaise en disant ça, là. Et je vous rappelle que la date terminale du 737 MAX, c'est le 30 juin. Ça approche à grands pas. Et petit scoop en passant pour ceux qui sont pas au courant, la production du MAX a repris à Renton. Hein? Moi, j'ai parlé avec des retraités qui, eux, ont des amis qui sont encore dans l'usine. La production a repris, mais on parle grosso modo de 2-3 MAX par mois à court terme. Il faut habituer les gens aux mesures de distanciation sociale dans l'usine. C'est une grosse adaptation. Ouais. C'est juste assez pour permettre de collecter des avances. Ah, mais ça me surprendrait qu'ils collectent des avances. Qui sait quelle compagnie aérienne va être assez folle, verser des avances Ryanair. qui n'est pas recertifié, dont ils n'ont pas besoin. Ryanair. André. Tu penses que Michael O'Leary, le grand négociateur, le monsieur Gripsou, tu penses que ce gars-là sera pas capable de négocier avec Boeing? C'est-à-dire, tu me produis les avions puis je te paye juste quand tu livres? Il va donner des avances, puis après ça, il va les poursuivre pour dire qu'il avait vendu un produit qui était défaillant. Ah, ça serait Moi, tellement écœurant. Il en réceptionne 400, il dit je les garde, puis tu m'as vendu de la cochonnerie. Ça serait malade. Ça, ce serait un vraiment bon coup de marketing et de... Il y a 825 Boeing 737 MAX de parquet en ce moment dont personne n'a besoin. Puis tu veux relancer la production, puis tu veux convaincre les compagnies de verser un dépôt pour relancer la production. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit, Greg, que ce serait impossible de garder cette non-nouvelle à 30 secondes? Ouais. Here we are. All right. Et voilà. Olivier, compétition pour la remotorisation du B-52. Oh yeah! Oui, le vénérable B-52, l'avion militaire qui fracasse tous les records de longévité. C'est probablement l'avion qui va être... pas probablement, c'est l'avion militaire qui va avoir été en service le plus longtemps. Depuis... on est passé de 50 ans, on approche de 60 ans en service. Et puis, ça va... il parle de se rendre au centenaire avec cet avion-là. Donc, en ce moment, les B-52 sont propulsés par des moteurs Pratt & Whitney des TF-33, des turbofans de première génération. Et puis, vous avez tous sûrement vu les vidéos, les photos de B-52 qui décollent avec l'injection d'eau et le nuage de fumée noire derrière l'avion. Donc, les résidus de carbone dans les moteurs avec l'injection d'eau. Et puis, au fil des années, la US Air Force a à de nombreuses reprises tenté de remotoriser ces B-52. Donc, ça date pas d'hier. Si on regarde ça en 82, Pratt & Whitney voulait remotoriser l'avion avec 4 PW2000, qui est le moteur du 757, Grégory? Oui, il y a eu le RB211 aussi, qui était dans les plans. Oui, mais ça, c'est après ça. Ça, c'est en 96. 4 RB211. Ouais. Et en 2003, il y avait une autre compétition qui avait été proposée avec des RB211, des PW2000 encore, qui est aussi le même moteur que sur le C-17, et des CFM56. Ouais. Et puis, ça avait été abandonné pour X raisons. Probablement, M. Gates avait mis la hache là-dedans en même temps qu'il a mis la hache dans
l'achat la production des F-22. Et là, maintenant, on s'est rendu compte, on sait, ça fait longtemps que les moteurs sont rendus vraiment trop vieux. Et puis, il y a une compétition qui est lancée. Ça a été lancé cette semaine. Donc, c'est un programme de 17 ans pour modifier tous les avions. Il y a 76 B-52 qui sont toujours en état de vol et en service actif. On parle de 608 moteurs, mais c'est des moteurs commerciaux. Avant aussi, là. Et puis, on a des General Electric avec 2 moteurs, le TF-34 et le Passport. Ouais. Le Pratt & Whitney avec le PW815 qui est sur le G500 et G600, je me trompe pas. Oui. Et le BR725 de Rolls-Royce qui est sur le Global Express. Oui. L'installation de ces moteurs-là, il prévoit sauver à peu près 30 à 35% d'économie de fuel par moteur. Puis, en fait, pour répondre à la question que tu as posée, Olivier, là, on est pas. Pourquoi 4 moteurs? On en parlait en préparation d'émission. Les premières idées, c'était de remplacer les 8 moteurs par 4 moteurs. Puis là, on revient à l'idée de les remplacer un pour un, donc 8 moteurs à nouveau, même si c'est de nouvelle génération. Mm-hmm. Puis la réponse à ça est très simple, c'est un problème d'ingénierie. Mm-hmm. C'est que remplacer chaque bipod de moteur par un seul, ça crée trop de contraintes au niveau mécanique et structure, au niveau de l'aile. Il faudrait redesigner un pylône moteur, tout ça. Donc là, ce que la US Air Force veut faire, c'est essayer de réutiliser un maximum de configuration pièces, existante, la configuration existante. Mm-hmm. Puis on veut également aussi que ça n'affecte pas la structure de l'avion parce que on veut être capable de le toffer jusqu'en 2050. Donc pourquoi aussi changer quelque chose qui fonctionne? Aussi, le fait de mettre 8 petits moteurs versus 4 gros moteurs, on n'a pas besoin de changer la taille de la dérive de l'avion. Avec 4 gros moteurs, ça prendrait une dérive encore plus grande. Ouais. Donc, on a fait des tests en vol pour s'assurer que si on perd un moteur ou 2 moteurs d'un côté, que l'avion est encore contrôlable. Et aussi, un fait intéressant, même si le B-52 a 8 moteurs, il y a juste 4 générateurs. Il y a un générateur par paire de moteurs. Mm-hmm. Et là, avec 8 moteurs, avec 8 générateurs, on vient de doubler la production d'électricité de l'aéronef, donc pour des radars, peu importe, des capteurs, ce que vous voulez. Ouais. Des décorations de Noël? Oui, aussi. Le Père Noël, c'est méconnu, mais il a souvent utilisé les B-52 pour livrer les cadeaux. C'est extrêmement efficace. Ouais, le NORAD. Surtout le B-52D avec la modification Big Belly. Et puis le B-52 en ce moment, c'est le H qui est en service, la version H. Et on parle de probablement changer le nom pour le B-52J. Parce qu'il n'y a pas juste les moteurs qu'on va changer. Donc oui, il y a les moteurs, mais il y a les nouvelles armes qui vont être installées sur l'avion, des missiles hypersoniques. Ils vont changer les radars, mais d'autres cossins aussi qui vont un peu partout sur l'avion qui vont remplacer. Et ça va être assez de modifications pour justifier une nouvelle désignation à l'avion. Okay. Bon, un package de mise à jour. Puis pour répondre à la question que Claudia posait tantôt, ou en tout cas, ce dont elle parlait au niveau de l'obsolescence du matériel, pour vous donner une petite idée, le dernier data qu'on a comparatif, là, les TF-33, donc les moteurs d'origine du B-52, quand on voulait faire un overhaul complet du moteur, en 96, ça coûtait 230 000 US. Mm-hmm. Les données qu'on a pour 2019, la dernière fois qu'un moteur est parti à l'overhaul, ça a coûté plus de 2 millions. OK. Puis ça, c'est entre autres drivé par le fait qu'il y a de moins en moins de pièces de rechange. Mm-hmm. Et vu qu'il y a de moins en moins de pièces de rechange, on est obligé de designer des repairs. Ce qui est en langage technique, on appelle ça des repair schemes. Et ça, c'est extrêmement coûteux parce que ça implique de l'ingénierie, des tests. C'est toujours custom, là. Exactement. Mm-hmm. Olivier? Si vous avez fait des chiffres, on peut aussi vous dire qu'en ce moment, un B-52, chaque paire de moteurs pèse environ 35 000 livres. Ce qui va remplacer ces moteurs-là, le poids, ça va être en dedans de 10% de ces 35 000 livres-là par paire de moteurs avec les capots, les accessoires, le pylône, etc. On parle au minimum dans le contrat, c'est 20% d'économie d'essence, mais les compagnies pensent qu'ils vont être capables de produire entre 35 et 40% d'économie d'essence. Exact. Peu importe la version du moteur. Donc, si on brûle 40% moins d'essence, l'avion peut voler 40% plus loin ou voler à la même distance avec moins de carburant et amener plus de charge utile comme de munitions. Et l'autre chose aussi, si l'avion consomme moins de carburant, on a moins besoin de faire appel à des avions de ravitaillement en vol qui sont toujours une denrée rare, donc on peut les garder pour les chasseurs et les avions qui ont moins de carburant. Sûr, ils volent les B-52 vont juste partir et juste pas se ravitailler pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Et l'autre chose, comme Grégory a parlé de l'overhaul des moteurs,
pour rafraîchir les moteurs. Avec ces nouveaux moteurs-là, on pense que lorsqu'ils vont être installés sur l'avion, à moins qu'exemple, il y avait un oiseau ou un problème comme ça, les moteurs n'auront jamais besoin d'être démontés de l'avion pour le restant de la vie de l'avion. OK. Sweet. Boeing promet no overall. Mais, Ouais, en tout cas, C'est Boeing impressionnant. promet des choses, permettez-moi d'en douter. Ouais, il y a ça, c'est vrai. ouais, mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a des pilotes il y a des pilotes de B-52 en ce moment, dont le père et le grand-père a piloté des B-52. C'est même, les hein? troisième génération. Ouais. C'est quand même intéressant, là, honnêtement. Là. Puis juste pour finir là-dessus, messieurs, dames, moi, je pense que la lutte va se faire entre le CF-34 et le BA-725. Bon, Monsieur Soleil, encore? Ben, j'y vais de façon relativement logique. La US Air Force veut que ça coûte le moins cher possible. Mhm. Le passeport ne vole pas encore beaucoup. Le passeport, c'est le moteur du Global Express, le nouveau, le 7500. Mhm. Donc, ça ne vole pas beaucoup et on sait très bien que quand ça vole pas beaucoup encore, c'est un très bon moteur, là, mais il vole pas beaucoup encore, donc il n'y a pas beaucoup de data, pas beaucoup de vie. On ne sait pas ce que ça vaut à long terme. Et le PW800, même chose. Très bon moteur, c'est du Pratt, c'est normal. Mais ça fait pas longtemps que ça vole, on ne sait pas encore ce que ça vaut. Et n'oublions pas que le B-52, c'est un avion bombardier qui vole haut, loin, longtemps. Et on ne sait pas, dans les deux cas, dans le cas du passeport et du PW800, on ne sait pas encore ce que ça vaut haut, loin, longtemps. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que éventuellement, ça va se jouer entre le CF-34 et le BA-725. Fait qu'on va prendre la technologie éprouvée plutôt que de la plus récente. Exactement. Bon, c'est réglé de ce côté-là et on s'en va dans l'espace. Yes! Olivier, dernier vol pour le vaisseau cargo japonais HTV, ça sonne comme un... Oui, HTV. Ouais, c'est ça, ça sonne comme un... Ça sonne comme fabriqué par Mitsubishi. Je trouve que ça sonne comme une Oui, chaîne de décoration. Exactement. Mais OK. C'est Mitsubishi le 20 mai. Si vous êtes fan d'espace, vous avez peut-être vu que le derrière fusil Mitsubishi H2B, le 9e et dernier exemplaire de ce lanceur-là, est allé faire une mission vers la station spatiale. Il devrait arriver demain, donc le 25 mai. Et puis, c'est le HTV, c'est pour le Heavy Transfer Vehicle. On parle d'amener, en ce moment, ils amènent 13 600 livres de cargo, de ravitaillement, etc. à la station spatiale. 6.2. Entre autres, 6 batteries lithium-ion pour les poutres des panneaux solaires, des immenses panneaux solaires qu'il y a de chaque côté de la station spatiale. Donc, il y a des batteries là-dessus pour quand la station est à l'ombre, pour qu'elle continue à avoir de l'électricité. Donc, ils vont mettre ça à niveau. Et puis, le vaisseau, on va parler plus tard. Il va y avoir la visite cette semaine avec Crew Dragon. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais le HTV, ce n'est pas le seul vaisseau automatique qui va voir la station spatiale. Vous avez sûrement déjà entendu parler du vaisseau russe Progress, qui est la version cargo de la capsule Soyouz. Mm-hmm. On a aussi le Cygnus de Orbital et ATK, qui parle, lui, de New Jersey et qui s'envoie à la station spatiale. Ils ont eu des contrats avec en compagnie SpaceX. Il y a naturellement Dragon. Et il y a eu les Européens avec le ATV, le Automatic Transfer Vehicle, qui a fait, je pense, 5 vols à la station spatiale et qui va être utilisé pour la capsule Orion comme module de service. Donc, dans le cadre du programme Artemis. OK. Cool. OK. Et c'est son dernier vol parce qu'il a atteint à un sa autre- limite de vie utile? Ou? Ouais, on passe à un autre modèle. Non, ça c'est on passe à un autre projet et puis contrairement au Versio de SpaceX, lui il revient pas sur la Terre ou au Progress. Donc lorsqu'ils vont avoir déchargé le vaisseau, ils vont le garder là un instant, ils vont mettre les vidanges dans le vaisseau puis ils vont le faire rentrer au-dessus du Pacifique pour s'en débarrasser. Ah, d'accord. Et lui, on sait où il va tomber, là? Pas de risque pour New York cette Oui, fois? ça va être programmé, planifié. Moins gros. D'accord. Probablement même que les C'est expériences qui vont avoir lieu entre le moment où il va quitter la station spatiale et ils vont rentrer dans l'atmosphère, ils en profitent pour faire des expériences souvent trop dangereuses pour être faites dans la station. Ah, Donc, ils installent jusqu'au ça bout, dans hein? le vaisseau s'en va, ils font les trucs dangereux bien à une distance sécuritaire et puis ils voient qu'est-ce qui se passe. Intéressant. Autre point intéressant, des choses qui n'arrivent pas souvent, démission du chef des vols habités à la NASA. Oui, donc ça c'est en lien avec la nouvelle qu'on va sûrement parler de Dragon ensuite de ça, Claudia. Mhm. Donc, Monsieur Doug Lovero, il démissionne après 6 mois de son poste à la NASA. C'était le chef des vols habités. Et il a démissionné car il aurait fait une erreur dans l'attribution de la compétition pour le Human Landing System dont on avait parlé à l'épisode 31 qui va atterrir les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Il aurait enfreint une loi aux États-Unis qui s'appelle le Procurement Integrity Act. Donc, on parle d'un problème de divergence d'opinion, si on veut, de philosophie. Monsieur Lovero, lui, favorisait la solution de Boeing,
qui allait prendre le module spatial et l'atterrisseur en 2 fusées différentes, les assembler en orbite de la Terre et ensuite se rendre autour de la Lune. Et versus tous les autres candidats qui ont été choisis, qui eux avaient une façon de faire un peu comme la NASA avec le programme Apollo. Donc on met tous les morceaux dans une seule fusée, on décolle, on assemble ça en orbite et puis on s'en va autour de la Lune. Donc comme lui, il semblerait qu'il a fait des pressions pour que son idée soit choisie. Elle n'a pas été choisie et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et au lieu de se faire pincer et de faire finalement j'ai rien fait de mal, vous êtes méchant, vous me sortez de la NASA, il a dit mea culpa, je me suis trompé, je me retire. Eh bien, ça existe encore du monde intègre. Fait que non seulement il a comme... Est-ce qu'il s'est rallié à l'idée que finalement la solution encapsulée était la meilleure ou bien c'est juste qu'il n'aurait pas dû faire de pression pendant l'appel d'offres? Il n'aurait pas dû faire de pression et puis il a reconnu ses torts et puis il s'est retiré. Eh bien, ça fait changement, ça. Donc, parlons de Crew Dragon. Crew Dragon, c'est l'événement de la semaine à regarder le 27 mai, mercredi. Décollage programmé pour 16h03, heure normale de l'Est, de Cap Canaveral. Et c'est le premier vol habité à décoller des États-Unis en 9 ans, depuis le retrait de la navette spatiale. Donc, on parle de décollage mercredi, arrivé à la station spatiale le 28 mai. Et là, le plan de vol de cette mission-là, qu'on appelle le Crew Dragon Demo 2, va rester dans l'espace entre 30 et 119 jours. Donc, ils savent pas encore. Donc, ils ont, comme c'est une capsule, on vous en avait parlé déjà, qui est faite pour 7 personnes. Ils vont être juste 2 les astronautes, messieurs Hurley et Benken. Ils vont avoir de la place en masse pour leur bagage. Et ils vont aider les astronautes déjà à la station spatiale avec des expériences, en plus de tester leur nouveau vaisseau. Et ils devraient arriver au plus tard en septembre, revenir ici. Le premier étage va atterrir sur le bateau Of Course, I Still Love You. Et ça va être un autre... ça devrait donner des images spectaculaires. Okay. Ça m'impressionne encore. SpaceX sont fous. Ils sont fous! Ça va être mais je suis excité, sérieux. Moi, je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression de revivre l'époque Apollo. J'aurais tellement aimé ça, voir ça, être sur place, sentir la vibration de la fusée là, c'était quelque chose. Donc, je sais pas, là, je trouve ça excitant de voir. On va peut-être revivre ça, cette époque-là. Mm-hmm. Tu disais, Olivier, que c'était 16h33 heure normale, c'est 16h33 heure avancée, donc c'est notre heure. OK. C'est l'heure d'été, là. Je me suis trompé. Donc, le fuseau horaire de la côte Est. Ouais. OK. Cool. Donc, ça marche. Mais ça, c'est l'heure prévue. Mais la fenêtre de lancement, t'as-tu une idée? C'est quoi la fenêtre de lancement? Oui, la fenêtre de lancement, je vais vous donner ça sera pas très long. Il y a 3 fenêtres de lancement pour les 3 prochains jours. Okay. Donnez-moi un instant. Non. Parce que il faut plus parler de... Tu sais, quand on parle d'un lancement, des fois, si la météo est pas bonne, mais qu'elle va s'améliorer dans 2 heures, on va attendre 2 heures, on est encore à l'intérieur de la fenêtre de lancement. Oui, donc là, pour la station spatiale, c'est assez étroit parce que il faut que la capsule court après la station spatiale pour la rejoindre. Okay. C'est un peu... imaginez la station spatiale, c'est une balle de tennis. Vous êtes à l'arrêt dans la maison, André dans sa cour, lance la balle de tennis par-dessus le toit, et Greg, avec une balle de golf, essaie de frapper la balle de tennis en étant sur le devant de la maison. Donc, c'est un peu ça. Ça n'arrivera pas. Et puis... Pas que j'ai pas confiance en toi. Non, ça va, j'ai compris. Un grand golfeur, Greg, là. OK. Bon, ben écoute. On est 2. Ouais. Donc, il y a quelques minutes, là, j'avais ça à quelque part. J'ai complètement perdu ça, mais c'est pas grave. Okay. On fait confiance sur Jean de la NASA. Ouais. Effectivement, mais c'est surtout que n'abandonnez pas complètement votre vie à 16h33. Il est fort possible que vous ayez besoin de quelques essais avant de vous retrouver assis devant le lancement. Exactement. Parfait. Et oui. Donc, les autres fenêtres possibles, c'est le 30 mai et le 31 mai. Pour l'instant. OK. All right. OK. D'accord. Mais de la station spatiale, de mémoire, c'est vraiment des fenêtres sont assez serrées. Donc, ils n'ont pas comme 30 minutes. Ils ont quelques minutes ou des fois, c'est même quelques secondes. Il faut vraiment partir à tel moment, sinon on oublie ça. OK. Fait que ça veut dire que si les fenêtres sont petites, ça veut dire que si la météo est pas belle le mercredi, ils vont être obligés de repousser. OK. Ouais. All right. Et quand même, je veux dire, des fois, on a de la misère à timer un spaghetti, là, timer un décollage à quelques secondes. En tout cas, bon, bravo. Vol habité d'Orion. On a des nouvelles. Oui, donc le vol d'Orion avec le système, la fusée SLS,
qui remplace, qui va être plus gros que la Saturn V, qui remplace la navette spatiale pour amener des charges lourdes dans l'espace. En fait, c'est le véhicule spatial gouvernemental des Américains versus les produits de SpaceX et autres United Launch Alliance qui sont des fournisseurs privés. Donc, le premier vol habité, Artemis 2, prévu pour 2023. On parle d'un test de rendez-vous orbital. Donc, une fois en orbite, la capsule va manœuvrer pour revenir proche du deuxième étage de la fusée pour faire assemblage de s'y arrimer, pour tester leur capteur d'image et naviguer autour avec ils ont un truc aussi, un laser pour estimer les distances. Ils vont voir si ça fonctionne bien. Ils vont faire cette orbite-là à 35 000 km pendant quelques jours autour de la Terre et ils vont aller faire un tour autour de la Lune. Et là, tenez-vous bien, ils vont être partis de 26 à 42 jours pour cette mission-là. Ah oui, quand même, OK. Oui. Donc, ils veulent vraiment être sûrs que le vaisseau va fonctionner pendant ces temps-là. Et ensuite, si cette mission-là fonctionne bien, le Artemis 3, parle d'un alunissage. Et Artemis 4, on va utiliser le Lunar Gateway, dont on avait parlé il y a quelques épisodes, la station spatiale qui va être en orbite autour de la Lune. Good. Donc, tout ça, c'est Le futur est ici? dans 3 ans. Ça va sûrement changer, mais Ouais. on sait un peu plus à quoi ça va ressembler le premier vol habité de la capsule Orion. D'ici là, peut-être qu'on va avoir appris à se téléporter, puis tout ça va être désuet. Ouais, sûrement. mais je vais en laisser d'autres. Je vais laisser les early adopters les essayer avant. Oh, Un Monsieur rapide autre. Soleil! OK! Là-dessus, messieurs, on prend une toute petite pause et on revient avec notre dossier spécial avec l'École nationale d'aérotechnique. Aéropod. Et on est de retour, chers auditeurs, avec un invité très spécial. Oh oui, on a The invité aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on vous en parle. Oui, c'est On en a notre parlé plus quand même fidèle souvent. auditeur. On a le célèbre et incroyable Vincent Michel au téléphone avec nous pour cause de confinement oblige de. Mhm. Donc, malheureusement, on ne peut l'avoir en studio avec nous, mais on aurait bien c'est aimé triste. ça. Exact, oui. Mm. Donc, superbe et fantastique professeur à l'École nationale d'aérotechnique qu'on a contacté, puis tout simplement parce qu'on veut savoir comment ça se passe. On sait que le collège, l'École nationale d'aérotechnique travaille à former la future génération de techniciens. Et on se posait sincèrement la question de comment on va continuer à pouvoir faire ça. Mhm. Suite au confinement, on sait que, puis Vincent pourra nous en parler plus en détail, mais on sait qu'il y a beaucoup de pratiques, normalement, qui doit être fait à travers ces différents cours-là, ces différentes formations-là que les étudiants doivent suivre. Donc, comment qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va? Premièrement, bonjour. Vincent Michel, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Tranquille chez toi dans ta cuisine? Ouais, je suis dans la cuisine là, parce que mon épouse est dans le bureau en train de parler avec ses élèves du secondaire, donc je voulais avoir un peu de tranquillité. Hé, l'école à distance, hein? Ouais. Oui, complètement. Écoute, on est tout oui. Comment ça se passe? Comment on gère ça, des cours à distance d'un cégep déjà, au niveau collégial, puis surtout, comme je disais, au niveau d'un collège technique comme l'ENA? Depuis que vous vous êtes fait avertir que ça y est, on reste chez soi, là. Comment ça s'est passé? En fait, nous, on était déjà rendus à la semaine 8 de la session. Donc, Sur combien? Sur une session sur 15 semaines. OK. Donc, en fait, on avait 2 jours de fait dans la semaine 8. Donc, on était, dans le fond, à moitié, semaine et demie, là, dans le fond, là, à la moitié de la session. Et le vendredi où ils ont annoncé la fermeture, on tombait en semaine de lecture. Donc, plus communément appelée la relâche là, pour du côté des étudiants. Pour ceux qui lisent pas. C'est ça, pour ceux qui ont plus de difficultés avec ça. Mais bon, donc on a eu une semaine tampon qu'on n'a pas perdu parce qu'il n'y avait pas de cours de toute façon. La semaine suivante, les 2 semaines suivantes après ça, on était un peu dans l'incertitude. On a eu plusieurs rencontres avec les enseignants puis la direction pour savoir un peu comment on allait se débrouiller. Et finalement, on a eu un calendrier écourté. Donc, les 2 semaines qu'on a perdues ont été enlevées. Donc, au lieu d'avoir une session de 15 semaines, on a une session de 13 semaines. Et là, il a fallu, le mot à la mode, se renouveler. Parce que... Je suis un peu tannée de l'entendre, celle-là. Ouais. Martin Matt aussi, il n'aime pas ça.
En tout cas, je peux pas répondre pour tous les professeurs, mais je dirais que pour avoir parlé avec plusieurs, la charge de travail a presque doublé par rapport à une session normale, parce qu'on a dû tout adapter pour s'assurer que nos étudiants puissent terminer la session. Et l'objectif dans tout ça, c'est de s'assurer que nos étudiants réussissent à faire leurs compétences, à atteindre leurs compétences. Et là, de notre côté, il fallait aussi s'assurer d'être capable de l'évaluer. Donc, c'est un gros défi là, de regarder ça. Par contre, comme on avait déjà une certaine connaissance de nos étudiants, ils avaient déjà fait des travaux à différents niveaux, c'était possible de le faire. Moi, j'étais chanceux parce que je suis chanceux d'une certaine façon. C'est la formation, le cours que je donne, c'est performance moteur. Pour ceux qui sont déjà passés à l'ENA, il y en a qui appellent ça thermodynamique. Donc, en gros, il y a une portion théorique qui se faisait en théorie, là, pouvait se faire à distance quand même facilement. C'est la portion pratique. Mais normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre un moteur, on prend des valeurs, puis après ça, on calcule différents éléments, tout dépendant de où on se trouve dans la session ou du sujet qu'on cherche. Okay. Fait que pour la portion pratique, comme on avait déjà démarré tous les moteurs qu'on avait en bande d'essai, on en a plusieurs, puis il y en a plusieurs qu'on réutilise 2 à 3 fois juste pour tester différentes choses. Mais il y avait déjà eu la portion, on démarre le moteur, on prend des valeurs, tout ça. Tout ce qu'il fallait faire, c'est dans le fond, d'amener les autres sujets, puis quitte à leur donner des tableaux de valeurs, puis travailler avec ça pour essayer de comprendre les concepts. Parce que le but n'est pas de faire des ingénieurs de eux, mais c'est de comprendre les concepts. Donc, pour s'assurer de vérifier la performance, comprendre les concepts moteurs. Fait que pour ma part, dans le fond, c'était possible de le faire à distance. Là où ça a été plus difficile, c'est ceux qui avaient des cours où les compétences, je pense, exemple, parce que là, on était à la session d'hiver, fait qu'il y en a plusieurs qui finissaient cette session-ci. Ouais. Puis dans la dernière année ou dernière session, il y a les cours de stage. Donc, stage avion, stage hélico, ainsi de suite. Là, je parle du programme de maintenance principalement, là, mais les autres programmes, c'est la même chose. Mais là, à ce moment-là, c'est difficile d'évaluer. Fait que là, il a fallu, comme je disais, un peu se réinventer. Donc, comme ils ont déjà fait la portion, une bonne portion pratique, la portion manuelle, ces choses-là, ça, c'était quand même possible de l'évaluer. Ce qui était plus complexe, c'était tout ce qui est la recherche de panne, le troubleshooting, remplir les cartes de travail, faire la recherche dans les livres, ces choses-là. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné accès aux livres. Fait que l'étudiant qui avait, exemple, une recherche de panne à faire sur le Challenger ou un autre avion, mais là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de faire toute sa recherche, sortir sa documentation, écrire sa carte de travail. Donc, dans le fond, toute la portion paperasse. Fait que Greg, tu as même de témoigner, là, un technicien en maintenance, une grande partie de sa job, c'est les livres, la paperasse, ces choses-là. Donc, cette portion-là, ils ont été capables de le faire justement en demandant aux étudiants là, de régler, tu sais, tout faire la portion paperasse, qui est en fait la portion la plus importante là, dans tout ça. Là. OK. Fait que ça a été possible de le faire. Puis le reste, c'est ça, on s'adapte avec les outils technologiques. On a eu à apprendre. On a eu, moi, j'aime bien dire, je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans l'émission là, mais ça m'a donné, en tout cas dans mon cas, le coup de pied dans le cul pour réellement passer au 20e siècle. Je me demandais qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de dire, mais des mots pas propres. Oui, on a le droit, on est explicite. C'est bon. On est allé chercher le rating, on n'a pas eu le choix à cause de moi. Attendez, j'enlève mon chandail. Bon. On n'aura pas de vidéo. Vous allez avoir une photo. Oui, malheureusement, chers auditeurs, vous n'aurez droit qu'à la photo. Oui, je le sais, c'est triste. Encore. Donc, comment ça s'est... parlons des outils technologiques parce qu'on sait, et moi le premier, on sait que souvent ça peut être un peu compliqué à déjà à mettre le premier pied. Là, on pense tout de suite peut-être à Messenger ou quoi que ce soit, mais là, on n'est plus dans la famille de Facebook et compagnie. Là. L'utilisation, de Zoom, Teams. Il me semble que tu m'avais dit aussi que vous aviez commencé à travailler avec Teams. Donc, il a fallu réapprendre à travailler avec ces outils-là, c'est ça? C'est un peu le plus grand défi de ça, c'est d'apprendre les différentes plateformes de travail puis de choisir celles qui nous conviennent mieux.
Parce que comme tu dis, il y a Zoom, mais Zoom, c'est principalement un outil de téléconférence. Là. Je sais pas si c'est le bon terme, absolument. de visioconférence. Tout ça, mais c'est difficile de transférer aux étudiants les documents, ces choses-là. Puis il y a l'autre élément aussi, c'est que le Cégep nous ont demandé de le plus possible être en asynchrone. Donc asynchrone, c'est-à-dire c'est que c'est pas je donne pas ma formation en ligne en direct à mes étudiants. Okay. Donc je prépare des documents, je prépare mes présentations, exemple des présentations PowerPoint, ben là, j'ai appris plein de fonctions sur PowerPoint que je connaissais pas, c'est-à-dire enregistrer de la narration, enregistrer le minutage, transformer mon PowerPoint en vidéo que j'ai publié sur YouTube. Fait qu'après ça, je peux permettre d'envoyer ma présentation à mes étudiants juste avec un lien. Donc ça, il y a ça. Il y a déjà les plateformes qu'on utilisait au Cégep, là, comme Omnivox ou Moodle qui est possible. Mais là, petite anecdote, au début, quand ça a commencé, tout le monde s'est lancé vers ces plateformes-là. Et là, ben, on s'entend que les serveurs étaient pas nécessairement habitués. Là, je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé, mais à un moment donné, le serveur ou whatever, là, il est fermé. Donc, on n'a pas pendant une journée de temps, on n'avait pratiquement pas accès aux documents, on ne pouvait pas les sortir. Les étudiants embarquaient, ça débarquait, ça laguait. En tout cas, il y a eu plein de problèmes. Puis là, quand on se met à faire des examens avec Moodle, ces choses-là, tu sais, l'étudiant qui est en train de faire son examen, puis là, ça marche plus. Puis là, le prof qui, lui, en arrière, ben, tu sais, qui attendait après ça, comment il s'organise, ça a été tout un chial, mais là, c'est beaucoup plus stable. Mais quand tu parles des plateformes, là, je pense qu'une des plateformes à découvrir, là, c'est Teams, qui est vraiment surprenant. Là, toutes les fonctions qu'on peut avoir avec Teams, quand on l'utilise comme il faut. J'ai appris plein d'affaires. Comme je disais, mon épouse enseignante au secondaire, ben eux, ils utilisent pratiquement que ça actuellement. Okay. Puis c'est surprenant. On peut déposer nos cours là-dessus, on peut déposer tous les documents, on peut même il y a plusieurs applications qui sont liées avec ça, comme Forms, pour faire soit des questionnaires ou des sondages, des choses comme ça. Tu peux même rentrer tes notes de tes étudiants. Fait que tu sais, il y a plein d'outils que je me dis, à un moment donné, j'aimerais ça, regarder pour utiliser ça, tu sais, puis changer un peu ma méthode d'enseignement. Mais là, tu sais, j'ai pas eu le choix. Fait que je les ai appris à la vitesse grand V, puis ça m'a fait avancer. Je réenseignerai pas de la même façon, ça c'est certain. OK. Puis parlant donc de ne pas enseigner de la même façon plus jamais, as-tu eu un petit peu de feedback de tes étudiants là, sans que ce soit une grande recherche scientifique et tout ça, là-dessus, des retours là, de la part de ces jeunes-là? Mais justement, Grégory, lorsque tu m'as demandé, il m'a parlé de faire une entrevue, j'ai décidé de faire un petit sondage à mes étudiants via Forms, justement. Okay. Sondage, j'ai pris quelques minutes, des questions très simples, là, dont la première question, c'est comment se passe votre session jusqu'à maintenant. Donc, j'ai eu 24 répondants. J'ai une moyenne de 3.3 sur 5. Donc, ça veut dire que en général, là, j'ai pas eu beaucoup de 5, surtout des 4, quelques 3, quelques 2. Donc, en gros, ça va quand même pas si mal. Après ça, bon, ben, quelles sont les plateformes que vous utilisez ou que vous préférez utiliser? Et Teams arrive en premier. Okay. Avec 18 répondants. Léa est fait partie d'Omnivox. Dans le fond, c'est un système dans lequel on peut déposer nos fichiers de cours. Donc, ça, il était déjà habitué avec cette plateforme-là. Donc, c'était quand même assez simple de l'utiliser. Okay. Puis après ça, bon, il y a Moodle, puis Zoom. Là. Il y en a d'autres. Là. Je sais que Google ont un peu le même principe, le Google Classroom, qui est un peu comme Teams. Mais nous, à l'ENA, on l'a pratiquement pas utilisé. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui l'utilisent, mais dans mon cas, moi, je n'ai pas utilisé, mais c'est très bien quand même. Mm-hmm. Mais je te dirais que la plus grosse portion, ma question la plus intéressante et pas déprimante, mais il va nous demander beaucoup de défis, là. Oui. C'est je leur ai demandé de la placer dans l'ordre des défis, en commençant par le défi le plus important en haut puis le plus simple en bas. Donc, j'ai mis comme défi 5 éléments. Le premier qui était, celui qui est arrivé en premier, c'est la motivation. Ils ont beaucoup de difficultés à la maison à dire, bon, je vais m'installer devant l'ordinateur puis je vais étudier, tu sais. Ouais. Je vais faire mon cours. Il y a le fait aussi que, tu sais, quand t'es pas à l'école,
c'est dur de dire, ben, OK, j'ai 1 heure, il faudrait que je m'installe à 2 heures pour faire mon cours, parce que tu es chez vous, tu peux faire ce que tu veux. OK. Sinon, ça, ben, organiser son horaire. Comme on nous a demandé de faire les cours en asynchrone, c'est-à-dire qu'on dépose le cours, puis après ça, on offre des périodes de disponibilité pour les étudiants. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à s'organiser. Ça a l'air de rien, mais tu sais, de dire, ben, OK, aujourd'hui, de 8 à 11, je vais travailler sur mon cours de métal en feuille, puis tu sais, ils reçoivent tous leurs cours dans des moments différents. Fait que là, il faut qu'ils trouvent un moyen de s'organiser là-dedans. Puis ça, je pense que c'est un des plus grands défis là, avec la motivation. Ouais. C'est des compétences qu'ils n'ont pas nécessairement développées jusqu'à maintenant non plus. Là. Il n'y avait pas besoin de s'organiser comme ça quand ils étaient au sequcondaire. C'est nouveau pour tout le monde. Là. C'est ça, parce qu'à l'université, pour ceux qui y sont allés, tu sais, t'es plus pas laissé à toi-même, mais tu dois t'organiser pour que ça fonctionne, puis il n'y a personne qui va t'aider. Au cégep, on nous donne on donne encore, tu sais, on donne l'horaire, tu vas à tes cours, puis tu suis un peu ça, puis ça va bien, mais effectivement, faut t'apprendre à travailler. Un des défis, les 2 éléments intéressants, c'est le manque de contact humain. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé. Ouais. Je pense que les étudiants sont habitués pareil de se parler par Facebook, ces choses-là. Fait que pour eux autres, c'est pas trop pire. Mais moi, comme prof, j'aime ça les avoir avec moi. Tu sais, j'aime ça les avoir dans ma classe, de voir leur comportement, tu sais, de voir leur visage, tout ça. Fait que ça, c'est le bout qui me manque le plus comme prof. Mm-hmm. Comme étudiant, c'est peut-être un peu moins pire. Puis non, eux aussi s'ennuient de ton visage. Oui, sûrement. Puis le dernier, c'est la disponibilité des enseignants. Moi, c'est une de mes craintes, tu sais, est-ce que c'est facile de les rejoindre? Mais en fait, je pense que c'est même plus facile que ça l'était parce que avec Teams Teams, c'est un peu une grosse plateforme où on peut même converser, appeler, écrire. Fait que, tu sais, je peux être dehors en train de tomber ma pelouse, je reçois une notification, puis là, je dis à mon étudiant, ben, attends une minute, je vais aller te répondre, tu sais, ou je te réponds dans une demi-heure, puis on se connecte ensemble, puis ça va bien. Fait que ça, c'est pas si pire. Là, je vous dirais là, que, bon, je ferai pas le tour de tout ça. Les points les plus négatifs là, que je vois là, avec la formation à distance, c'est justement les finissants. Ceux qui finissent cette année. Tu sais, donc, ils finissent leur session, mais ils partent du cégep sans tout seul, pouvoir dire bye à leur prof. Ouais. Chacun de leur côté. Il y a une chose qui est très intéressante à chaque année, c'est la foire de l'emploi qu'on fait à l'ENA à chaque année, où là, tu as différentes compagnies qui viennent, tu peux rencontrer des gens, des ressources humaines, des superviseurs de toutes les compagnies. Là, il y en a beaucoup là, qui sont présentes généralement. Et pour les finissants, ben, c'est une très belle façon de donner son CV, de rencontrer en personne les gens de ressources humaines, tout ça, puis de discuter avec eux. Moi, je sais, là, cette journée-là, tu vois, là, mes étudiants sont tous super bien habillés, avec des beaux souliers, là, puis ils vont rencontrer leur peut-être futur employeur, mais là, ça, il n'y en a pas cette année, fait que c'est le contact qui est plus difficile peut-être trouver. Fait que ça aussi, c'est un commentaire que j'ai reçu des étudiants. Puis c'est un peu la portion difficile. Et le deuxième point, ben, je pense que c'est principalement le fait que chaque professeur a un peu leur façon d'enseigner. Fait que quand tu es en classe, tu fonctionnes, tu le vois, mais là, chaque professeur a utilisé des plateformes différentes. Tu sais, ben, pas tout le monde, mais il y en a qui vont utiliser plus Teams, il y en a d'autres qui vont utiliser Moodle, il y en a d'autres qui vont utiliser Zoom. Pour les examens, ben, tu as différentes plateformes aussi pour les examens. Il y en a qui vont envoyer une copie en PDF, ils vont te demander de l'écrire puis de prendre une photo de la copie puis de l'envoyer par courriel. Il y en a d'autres qui vont utiliser des systèmes en ligne. Il y a des systèmes qui sont plus conviviaux que d'autres, il y en a qui le sont moins. Fait que c'est pour les étudiants, ça leur a fait beaucoup de choses à apprendre. Donc, en plus de savoir la matière, puis je sais pas combien de vidéos j'ai reçues. Pas de vidéo, mais de messages de « Hey, monsieur, votre vidéo, il s'ouvre pas quand j'ai cliqué sur le lien. » ou tu sais. Fait que là, je me suis dit « OK, ils sont très, très bons pour aller sur Facebook puis jouer à Fortnite. » Mais des fois, quand il vient le temps de travailler justement avec les différentes technologies, ben ils sont pas aussi adaptés. Mais là, je pense que, comme tout le monde, ils ont dû apprendre à vitesse grand V. Puis je vois les jeunes secondaires, ma femme, elle enseigne la physique au secondaire, donc en secondaire 5.
Et là, justement, elle travaille avec Teams. Donc, les étudiants vont, oui, peut-être manquer quelques notions en arrivant au cégep l'année prochaine, mais ils vont avoir des acquis que les autres n'avaient pas, donc toutes les plateformes numériques, ces choses. Donc, effectivement. Je suis trop inquiète à ce niveau-là. Et par rapport au réglementaire, je sais qu'à l'ENA, il y avait comme une espèce d'acquis de temps de pratique. Qui est nécessaire pour avoir l'obtention de la licence. En fait, pour avoir le crédit complet, le fameux 19 mois. Là. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être adapté? En fait, actuellement, c'est un point d'interrogation parce que c'est vrai que Transport Canada, en fait, les règles que ça nous donne, c'est que si on a plus de 70% dans chacune des branches de cours, donc il y a une portion qui est propulseur, il y a une portion qui est la recherche, c'est pas la recherche dans le livre, mais préenvol. En tout cas, il y a par section de cours, là, par sujet dans le fond de cours, si tu as 70% et plus, tu n'as seulement qu'un examen à aller faire chez Transport Canada, et moins de 5% qui est l'examen d'absence. sur les règlements. Hein? Et moins de 5% d'absence. Pour et moins de 5% pour être exempté des examens. D'une part. Puis, il y a l'autre portion qui est le 19 mois d'expérience. Fait que pour avoir sa licence de technicien en entretien d'aéronef, la TEA, ça nous prend 48 mois d'expérience, donc qui est 4 ans en fait. Oui. Mais en passant par l'ENA, Transport Canada considère la pratique qu'ils font à l'ENA, il justifie, dans le fond, ça justifie un crédit de 19 mois pour l'obtention de la licence. Ouais. Fait que là, c'est certain que s'il y a moins de cours pratiques, il va falloir s'ajuster. Actuellement, pour la session actuelle, donc hiver 2019, il n'y a pas eu de... Transport Canada a accepté le fonctionnement présent parce que veut pas, tout le monde est un peu en train de s'adapter. Là. Toutes les compagnies, le système s'organise, tout ça. Fait que pour cette session-ci, c'est correct, tout est beau. Là, je sais que on parle régulièrement, je sais pas moi, là, mais les gens de la direction des études, puis du service de la qualité, tout ça de l'ENA sont en train de parler avec Transport Canada pour voir comment on peut s'organiser. Okay. Donc, je sais qu'il y a des chiffres là, que j'avais reçus. C'est que techniquement, là, on ne peut pas perdre plus de 180 heures de pratique laboratoire en présentiel. Donc, ça, c'est des chiffres que j'ai, là, peut-être qu'ils ils sont pas exacts, là, mais ça ressemble à ça. Donc, en gros, dans tout leur programme, là, ils ne doivent pas perdre plus que ça. Donc, il faut être capable de s'ajuster. Fait que là, pour l'instant, comme ce matin, on était dans des réunions pour savoir, parce que là, la session prochaine, pour ceux qui vont soit rentrer la session prochaine, qui continuent dans le programme à l'ENA, ce qu'on nous a annoncé, c'est qu'ils veulent avoir une session qu'on appelle hybride. Fait qu'on ne sera pas complètement en présentiel, mais on ne sera pas non plus complètement à distance. Donc, et là, ça demande une chorégraphie assez complexe du système, du service d'organisation scolaire. C'est pour organiser les horaires, qu'est-ce qui se fait en pratique, comment on va pouvoir assurer la distanciation là, de 2 mètres dans les laboratoires. On parle de désinfecter les outils, les équipements entre chaque laboratoire. Donc, il y a un énorme défi pour la session prochaine. Il y a une énorme quantité de purelle aussi qui va être passée. Oui, c'est ça. Effectivement, on va pouvoir, on va mettre un bain à l'entrée. Il paraîtrait que le Skydroll, par exemple, ça nettoie bien aussi. D'après moi, le Skydroll, ça tue tout. Ça tue tout, ça le Skydroll. Oui. Eh bien, sur cet excellent truc de mécanicien, oui, c'est un bon vieux truc de mécano. Là. Ouais. Tu peux te désinfecter au Skydroll. Ce que je cherchais, c'était pas facile. Tu es tes yeux aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est un autre débat. On va te laisser, Michel. Vincent, c'est ça son nom. C'est quoi mon problème avec les noms? Mais là, Claudia, je pensais qu'on se connaissait mieux que ça. Mais là, quand même, là, c'est malaisant. Quand même. En tout cas. Ouais. Mais on va te redemander des nouvelles de ta session d'automne bientôt. Pour savoir avec plaisir. On fera un suivi là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, continue Vince. de nous corriger quand on fait des erreurs. Là. On attend tes interventions. Oui, effectivement. Quand je vous écoute et j'entends des termes en anglais, vous cherchez le mot, je fouille de mon bord. Puis c'est André là, qui nous force à franciser tout. Là, mais bon. Avec raison, il faut faire un effort et on apprécie votre input. Oui, effectivement. Bon. Bravo, Claudia. Ça fait plaisir. Ça prouve qu'on vous écoute. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Vince. Bye-bye. Au revoir. À la prochaine.
Alors, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.